L'employé de ménage découvre le bébé du millionnaire piégé dans la voiture. Son geste va vous faire pleurer. Le cri déchirant d'un bébé transperça le silence du parking désert comme un couteau. Et Carmen Rodrigues sut à cet instant précis que les 30 prochaines secondes détermineraient si cet enfant vivrait ou mourrait. Il était 6h30 de l'après-midi à Paris, et la chaleur de juillet tombait comme du plomb fondu sur l'asphalte. Carmen venait de terminer son service de nettoyage à la Tour Navarro, l'immeuble de bureau le plus luxueux de la Défense, où chaque matin, depuis 3 ans, elle arrivait à 5h du matin pour que les cadres ne voient jamais la femme qui récurait leur sol. Dans son uniforme bleu trempé de sueur, son cabas en toile élimé sur l'épaule, Carmen marchait vers l'arrêt de bus quand elle entendit ce pleur. Ce n'était pas un pleur ordinaire, c'était le son de la désespérance pure, le cri ancestral d'un être sans défense implorant de l'aide. Ses yeux balayèrent le parking jusqu'à trouver la source. Une Mercedes-Benz noire, étincelante comme un cercueil de luxe, garée sous un soleil de plomb, toute vitre fermée. À travers la vitre teintée, Carmen distingua le mouvement frénétique d'un siège auto à l'arrière. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, ses jambes se mettant à courir avant même que son esprit ne réalise pleinement ce qu'elle voyait. Le pleur s'intensifiait, devenant de plus en plus faible, de plus en plus désespéré. Carmen frappa les vitres de ses poings, essaya d'ouvrir les portières. Tout était verrouillé. Le bébé, qui ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 mois, avait le visage complètement rouge, trempé de larmes et de sueur. Ses petites mains potelées s'agitaient dans le vide tandis que sa bouche s'ouvrait pour chercher un air frais qui ne venait pas. Carmen regarda autour d'elle pour trouver du secours. Le parking était désert. Les agents de sécurité n'avaient pas encore commencé leur ronde de 10 à 8 heures. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le thermomètre de l'immeuble affichait 38 degrés à l'ombre. À l'intérieur de cette voiture, la température devait frôler les 60 degrés. Elle se souvint avoir lu quelque part qu'un bébé pouvait mourir en 15 minutes dans une voiture fermée en plein été. « Tiens bon, mon ange, tiens bon », cria Carmen en frappant la vitre avec encore plus de force. Ses mains tremblaient, son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Elle regarda le contenu de son sac, son portefeuille contenant 10 €, une photo de son père malade, sa carte d'identité, une brosse à dents, rien qui puisse briser une vitre sécurisée. C'est alors que ses yeux se posèrent sur une grosse pierre décorative près d'une jardinière voisine. Elle pesait au moins 2 kilos. Carmen la prit à 2 mains et hésita une seconde. Cette voiture valait probablement plus de 100 000 €, plus d'argent qu'elle n'en gagnerait dans toute sa vie. Briser cette vitre pouvait signifier une plainte, la prison, la fin de tout. Le bébé s'arrêta de pleurer. Ce silence fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Carmen leva la pierre au-dessus de sa tête et la fracassa contre la vitre arrière avec toute la force que ses bras de 32 ans de dur labeur pouvaient fournir. Le verre se fêla, mais ne céda pas. Elle frappa à nouveau, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, au 4e impact, le verre de sécurité vola en éclats, des milliers de débris pleuvant sur le siège en cuir italien. L'air brûlant s'échappa de l'habitacle comme le souffle d'un four. Carmen y engouffra son bras sans se soucier des coupures que lui infligeaient les débris de verre et déverrouilla la portière de l'intérieur. Elle se jeta sur la banquette arrière et détacha les sangles du siège bébé avec des doigts qui fonctionnaient à peine sous le coup de la panique. Le bébé était livide, les lèvres gercées et les yeux mi-clos. Carmen le prit dans ses bras et sortit de la voiture pour s'éloigner de cette chaleur d'enfer. Elle le serra contre sa poitrine, berçant son petit corps, tandis que ses propres larmes coulaient sur le visage d'ange du nourrisson. « Allez, mon cœur, respire, s'il te plaît, respire », suppliait-elle en soufflant doucement sur son visage. Après ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura que quelques secondes, le petit toussa. Ses petits yeux s'ouvrirent un peu plus, et il se remit à pleurer, Pero cette fois d'un cri plus fort, plus vigoureux. Carmen rit et pleura en même temps, baisant le front brûlant du bébé tout en le berçant. « C'est fini, mon amour, tu es en sécurité maintenant. » C'est alors qu'elle entendit des talons, des pas précipités résonnant sur le béton du parking. Carmen leva les yeux et vit une jeune femme d'à peine 25 ans, les cheveux lissés à la perfection, des ongles en gel rose et une robe de marque qui coûtait probablement 1 mois de salaire de Carmen. Elle portait des sacs de shopping des Galeries Lafayette et du Printemps. La femme s'arrêta net en découvrant la scène. La voiture vandalisée, Carmen avec le bébé dans les bras et les éclats de verre brillant sur le sol comme de faux diamants. « Qu'est-ce que vous avez fabriqué, bordel ?» hurla la femme en lâchant ses sacs de course. Une paire d'escarpins roula par terre.
Carmen la dévisagea, mêlant incrédulité et colère sourde. « Mais vous étiez où? Vous avez laissé ce bébé tout seul dans la voiture? Il aurait pu mourir. » La femme, qui devait être la nounou, hésita un bref instant, avant que son expression ne se transforme en quelque chose que Carmen reconnut aussitôt. La panique de celle qui s'est fait pincer. Mais au lieu d'assumer sa faute, le regard de la nounou se fit sournois, et son visage prit les traits d'une fausse victime. « À l'aide! Au secours !» commença-t-elle à hurler. « Cette folle est en train de voler le bébé. Appelez la police. Elle veut kidnapper le fils de Monsieur Navarro. » Carmen sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Mais non, c'est faux. Il était coincé dedans. Je l'ai sauvé. Éloigne-toi de Léo. Lâche-le tout de suite. Sale voleuse. » La nounou se jeta sur Carmen pour lui arracher le bébé. Le petit Léo, terrifié par les hurlements, se remit à pleurer de plus belle. Carmen recula, le protégeant instinctivement contre sa poitrine. « Je ne vais pas lui faire de mal. C'est vous qui l'avez abandonné. » Les cris de la nounou attirèrent l'attention de 2 agents de sécurité qui commençaient tout juste leur ronde. Les 2 hommes en uniforme accoururent, la main sur leur talkie-walkie. « Messieurs, Dieu merci. » La nounou, dont Carmen apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Valérie Mercier, se précipita vers les agents, des larmes parfaitement calculées coulant sur ses joues. « Cette femme a cassé la voiture de Monsieur Navarro et a essayé d'enlever Léo. Je me suis juste absenté 1 minute pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, je l'ai trouvé en train de s'enfuir avec le bébé. C'est un mensonge. » La panique s'empara de Carmen. Le bébé était piégé dans la voiture fermée. Elle l'a laissé tout seul en plein soleil. Regardez, c'est encore une vraie fournaise là. Dedans, l'un des agents, un homme corpulent d'une 50aine d'années aux moustaches grisonnantes, s'approcha de Carmen d'un air sévère. « Madame, donnez-moi cet enfant immédiatement, mais je n'ai rien fait de mal. »« Donnez-moi l'enfant », répéta l'agent d'un ton plus ferme, portant la main au tonfa suspendu à sa ceinture. Le cœur en 1000 morceaux, Carmen embrassa le front du petit Léo une dernière fois et le tendit au vigile. Le bébé, comme s'il sentait qu'il avait sauvé, tendit ses petites mains vers Carmen et se mit à pleurer de plus belle. Valérie prit immédiatement le bébé des bras du vigile et le pressa contre sa poitrine dans une étreinte d'un théâtralisme absolu. « Mon pauvre petit Léo, qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette horrible femme ?» susurrait-elle d'une voix mielleuse tout en lançant à Carmen un regard de pure victoire, plein de venin. Le second garde, plus jeune, parlait d'un ton pressant dans son talkie-walkie. Code 3. Au parking niveau B, tentative d'enlèvement suspectée. Demande d'intervention de la police nationale. Véhicule dégradé. Plaque d'immatriculation. Il s'approcha de la Mercedes vandalisée. RFG 9821. Reçu. Carmen avait l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Cela ne pouvait pas se produire. Ce n'était pas réel. « S'il vous plaît », supplia-t-elle, la voix brisée. « Vérifiez juste la voiture, mesurez la température, regardez les caméras de surveillance. Je suis arrivé il y a moins de 10 minutes et le bébé était déjà dedans. C'est elle la coupable. » Valérie eut un rire méprisant. « Les caméras ? Oh, ma pauvre fille. Ces caméras, dit-elle en pointant du doigt les dômes au plafond, n'enregistrent que l'intérieur du bâtiment, pas le parking. C'est une zone aveugle pour protéger la vie privée des hauts dirigeants. Il n'y a absolument aucune preuve de tes mensonges. » Carmen sentit son ultime espoir s'envoler. Valérie le savait. C'est pour cela qu'elle avait choisi cet endroit pour abandonner le bébé pendant qu'elle faisait ses emplettes. Les sirènes commencèrent à retentir au loin, se rapprochant à toute allure. Carmen pensa à son père, à leur modeste appartement de Saint-Denis, à sa petite sœur Lucie qui était au lycée. Qui s'occuperait d'eux si elle allait en prison? « J'ai besoin d'appeler ma famille », murmura Carmen d'une voix à peine audible. « Vous ferez ça au commissariat », répondit l'agent le plus âgé en la saisissant fermement par le bras. « Ne résistez pas, on ne veut pas d'histoire supplémentaire. » Carmen n'opposa aucune résistance, tandis que les voitures de police pénétraient dans le parking, gyrophares allumés et sirènes hurlant. Elle ne pouvait détacher ses yeux du petit Léo, serré dans les bras de cette femme, prête à le sacrifier pour une nouvelle paire de chaussures, alors que le bébé tendait encore ses petites mains vers elle, vers la seule personne qui avait tout risqué pour le sauver. Et Carmen sut, avec une certitude qui lui glaça le sang, que sa vie venait de basculer à jamais. Mais ce que Carmen Rodrigues ignorait, alors qu'on la faisait monter dans la voiture de police, les menottes au poignet, c'est que Sébastien Navarro, le père de Léo, était sur le point de terminer sa réunion au 32e étage de cette même tour. Et quand il descendrait et découvrirait ce qui s'était réellement passé, une tempête sans précédent
allait s'abattre sur eux tous. Dans la vie, un acte de pure bonté peut parfois sembler être le début de la fin, mais Camille allait bientôt découvrir qu'il pouvait aussi être le commencement de quelque chose qui changerait son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La cellule de garde à vue sentait le désinfectant bon marché et le désespoir. Camille était assise sur un banc en métal froid, portant encore sa blouse bleue de travail, désormais tachée de sang séché provenant des coupures sur ses bras. Cela faisait 4 heures qu'on l'avait emmenée au commissariat du 16e arrondissement de Paris, 4 heures de questions répétitives, de regards pleins de méfiance et face à un système qu'il avait déjà jugé coupable avant même d'avoir écouté sa version des faits. Son téléphone portable, un vieil appareil à l'écran fissuré, avait été placé sous scellé comme pièce à conviction. On ne l'avait même pas autorisé à passer l'appel qu'on lui avait promis. Les larmes qu'elle avait retenues pendant tout l'interrogatoire commencèrent enfin à couler. Pas pour elle, mais pour son père. Monsieur Robert Waugh avait 68 ans et souffrait d'un diabète avancé. Il avait besoin de ses médicaments à 10 à 9 heures précises, sans faute. Camille était toujours là pour les lui donner, pour lui préparer son dîner pauvre en sucre, pour surveiller son taux de glycémie, 3. Il était maintenant près de 21 heures, et il devait s'inquiéter à l'attendre, sans comprendre pourquoi sa fille n'était pas encore rentrée. « Papa » chuchota Camille dans le vide. « Pardonne-moi. » À l'autre bout de la ville, dans un penthouse estimé à 3 millions d'euros avec vue sur tout Paris, Sébastien Laroche enlevait sa cravate italienne d'un geste mécanique tout en parcourant les dossiers qu'il avait rapportés du bureau. C'était un homme de grande taille, à la mâchoire carrée et aux yeux gris qui trahissaient rarement la moindre émotion. À 38 ans, il avait bâti un empire immobilier qui s'étendait sur tout le pays, mais le prix de cette réussite avait été lourd. Sa femme, Hélène, était décédée 10 à 8 mois plus tôt, en donnant naissance à Léo. Des complications que personne n'avait vu venir, une hémorragie massive, des minutes de panique dans le bloc opératoire, puis le silence. Depuis lors, Sébastien s'était réfugié dans le travail, gardant son fils à une distance affective qu'il qualifiait lui-même de lâcheté, mais qu'il ne savait comment surmonter. Voir Léo, c'était voir Hélène. Et revoir Hélène, même à travers le regard de son fils, était une douleur qu'il n'avait pas encore appris à surmonter. C'est pourquoi il avait engagé Valérie Mercier, une nounou aux références irréprochables, avec un salaire généreux et des consignes claires, s'occuper de tout ce qui concernait le bébé pour que Sébastien puisse se concentrer sur la gestion de l'empire qu'il avait bâti afin d'offrir à son fils un avenir à l'abri du besoin. Son téléphone personnel vibra sur la table basse. C'était Valérie. Sébastien fronça les sourcils. La nounou ne l'appelait jamais, à moins d'une urgence. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-il de son ton professionnel habituel. « Monsieur Laroche. » La voix de Valérie tremblait avec une détresse parfaitement calculée. « Il est arrivé quelque chose de terrible. Léo. Il va bien, mais il y a eu un incident dans le parking souterrain. » Sébastien se leva d'un bond, le cœur s'emballant pour la première fois depuis des mois. « Quel genre d'incident? Où est mon fils? Nous sommes dans sa chambre. Il va bien, je vous le promets, mais, monsieur, une des femmes de ménage a tenté de l'enlever, elle a fracturé votre Mercedes et a essayé de s'enfuir avec Léo. Dieu merci, je suis arrivé juste à temps. » Le sang de Sébastien se glaça dans ses veines. « Quoi? Comment est-ce possible? Où étais-tu? » Il y eut un silence calculé avant que Valérie ne réponde. « J'étais aux toilettes de l'immeuble, monsieur. Ça n'a pris que 5 minutes. J'avais laissé Léo en sécurité dans la voiture avec la climatisation allumée et les portières verrouillées. Quand je suis revenu, j'ai trouvé cette femme avec lui dans les bras et votre voiture fracturée. Elle prétend que Léo était en danger, mais c'est absurde. Je ne mettrai jamais le petit en danger. » Sébastien faisait les 100 pas dans son salon, son esprit d'analyse d'homme d'affaires décortiquant chaque mot. « La climatisation tournait vraiment? »« Oui, monsieur, bien sûr. »« Et la police? » »« Ils l'ont déjà emmené au commissariat. J'ai déposé une plainte officielle pour tentative de kidnapping et dégradation de propriété privée. L'officier de police m'a dit qu'avec les preuves que nous avons, cette femme risquait jusqu'à 12 ans de prison. » Sébastien ferma les yeux. 12 ans. Une vie brisée. Mais si quelqu'un avait vraiment essayé de s'en prendre à son fils, la seule chose qui lui restait d'Hélène. « J'arrive, dit-il. Reste à la maison. Je veux tous les détails demain à la première heure. »« Monsieur, il y a autre chose. » La voix de Valérie se fit plus basse, presque confidentielle. « Cette femme travaille. Travaillait dans votre immeuble. C'est l'une des femmes de ménage de nuit, Camille Roy. J'ai fait quelques recherches et il semblerait qu'elle ait des antécédents de... »« Assez, l'interrompit Sébastien. Je ne veux pas de rumeurs, je veux des faits. Nous en parlerons demain. » Il raccrocha et se laissa tomber sur son canapé en cuir,
pressant les paumes de ses mains contre son visage. Un poids immense s'installa dans sa poitrine. Il avait été si absent, si absorbé par les contrats et les négociations, qu'il ne s'était même pas rendu compte que son fils pouvait courir un danger réel. Quel genre de père était-il? Il se leva et se dirigea vers la chambre de Léo. Le petit dormait paisiblement dans son berceau, bien loin du drame qui s'était joué quelques heures plus tôt. Sébastien avança une main tremblante et effleura du dos de ses doigts la joue douce de son fils. Léo bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. « Pardonne-moi », murmura Sébastien. « Je vais mieux te protéger, je te le promets. » Ce que Sébastien ignorait, c'est que l'histoire des caméras de surveillance en panne dans le parking, affirmée par Valérie, n'était qu'une demi-vérité. Il existait un système de surveillance secondaire installé 6 mois plus tôt, après une série de vols de voitures que seules 3 personnes dans tout l'immeuble connaissaient, le chef de la sécurité, le directeur des opérations et Sébastien lui-même, qui avait personnellement autorisé l'installation avant de l'oublier au milieu de 1000 autres urgences. Et ces caméras avaient tout enregistré. Au commissariat, Camille réussit enfin à convaincre un policier plus compréhensif de la laisser passer un appel. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de sa jeune sœur, Lucie, une jeune fille de 10 à 7 ans qui rêvait de faire des études de médecine, mais qui travaillait actuellement l'après-midi dans une sandwicherie pour aider à payer les factures de la maison. « Camille ?» La voix de Lucie semblait endormie. « Il est presque 23 heures. Où es-tu ? Papa est mort d'inquiétude. Il a refusé de prendre ses médicaments tant que tu n'étais pas rentré. » Camille dut se mordre la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. « Lucie, écoute-moi bien parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis au commissariat du 16e arrondissement. Il y a eu un malentendu. Je veux que tu ailles voir papa tout de suite et que tu lui donnes ses médicaments. Dans le tiroir de ma table de chevet, il y a une enveloppe avec 200 € d'économie. C'est pour les urgences. » « Quoi ? Le commissariat ? Camille, qu'est-ce qui se passe ? Tu as été arrêté ? Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Promets-moi seulement que tu vas t'occuper de papa. Et Lucie, appelle Maître Girard. L'avocat qui a aidé la voisine du 2e pour son divorce dit-lui que j'ai besoin d'aide en urgence. Camille, tu me fais peur. Promets-le-moi. L'urgence dans la voix de Camille fit taire Lucie. Je te le promets, répondit sa sœur d'une voix brisée. Mais Camille, tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Camille laissa échapper un rire amer 21. J'ai fait ce qu'il fallait, petite sœur, et parfois, faire ce qu'il faut est la chose la plus dangereuse au monde. La communication fut coupée. Le policier lui fit signe que son temps était écoulé. Camille retourna dans sa cellule, où 2 autres femmes la regardaient avec curiosité. L'une d'elles, les bras couverts de tatouages, lui demanda « C'est ta première fois en garde à vue ?» Camille hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda l'autre femme, plus jeune, le maquillage coulant sur ses joues. Camille les regarda toutes les deux, et pour la première fois depuis son arrestation, elle ressentit une étincelle de quelque chose qui n'était ni de la peur, ni du désespoir. C'était de l'indignation, de la rage pure. « J'ai sauvé la vie d'un bébé », dit-elle d'une voix ferme. « Et maintenant, ils veulent m'envoyer en prison pour ça. » Les 2 femmes échangèrent un regard, puis celle qui était tatouée sourit tristement. « Bienvenue dans le système, ma grande. Là où faire ce qui est juste fait de toi une criminelle. » Cette nuit-là, Camille ne put fermer l'œil. Elle resta assise sur son banc, les yeux fixés sur la petite lucarne à barreaux, à travers laquelle filtrait la lumière jaunâtre des lampadaires. Elle pensa au petit Léo, à ses petites mains tendues vers elle, à ses pleurs désespérés. Elle pensa à son père qui l'attendait à la maison. Elle pensa à tous les rêves qu'elle avait caressés. Des rêves modestes, tout simples, mais qui étaient les siens. Épargnés assez pour que Lucie puisse finir ses études, acheter de meilleurs médicaments pour son père. Peut-être, un jour, ouvrir un petit commerce de restauration. Aujourd'hui, tout cela s'effondrait comme un château de sable sous la vague cruelle d'une injustice qu'elle ne comprenait même pas complètement. Mais Camille ignorait qu'au même instant, dans un immeuble situé à plusieurs kilomètres de là, un agent de sécurité qui vérifiait le système de caméras secondaires pour une raison totalement indépendante, venait de découvrir quelque chose qui allait tout bouleverser. Et quand Sébastien Laroche verrait cet enregistrement, le monde de toutes les personnes impliquées dans cette histoire volerait en éclats. Car la vérité, comme toujours, avait une manière à la fois terrible et magnifique d'éclater au grand jour. Et quand ce moment viendrait, la justice serait faite. Du moins, Camille se raccrochait à cet espoir avec le désespoir de celle qui n'a plus rien d'autre auquel s'accrocher dans l'obscurité de cette cellule glaciale
ou un acte d'héroïsme l'avait conduite là où devraient se trouver les coupables, et non les héros. L'aube poindrait dans quelques heures, marquant le début d'une bataille qui scellerait non seulement le destin de Camille Roy, mais aussi celui d'un multimillionnaire sur le point de découvrir que l'argent ne peut pas toujours acheter la vérité. 28. Mais parfois, la vérité peut tout acheter. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon quand Sébastien Laroche franchit les portes vitrées de la tour Laroche. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, obsédé par l'image de son fils dans les bras d'une inconnue. Il avait besoin de tout voir de ses propres yeux, de comprendre exactement ce qui s'était passé dans ce parking. Jean-Pierre Roux, le directeur de la sécurité, un homme de 52 ans, fort de 30 ans d'expérience dans les forces spéciales, l'attendait dans la salle de vidéosurveillance avec une expression que Sébastien ne parvenait pas à déchiffrer. De l'inquiétude peut être, ou quelque chose de plus profond. « Bonjour, monsieur Girard », salua Jean-Pierre en ajustant ses lunettes. « Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé hier avec votre fils. Je veux voir les rapports de sécurité, » dit Sébastien sans préambule. « Tout ce que vous avez sur l'incident. » Jean-Pierre échangea un regard avec son assistant, un jeune homme prénommé Marc, qui avait passé toute la nuit à éplucher les fichiers. « Monsieur, nous devons vous montrer quelque chose. Quelque chose qui change complètement la version de ce qui s'est passé hier. » Sébastien fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous ? » « Les caméras secondaires, monsieur. Celles que vous avez autorisées à installer après le vol de l'année dernière. Elles ont filmé tout ce qui s'est passé dans le parking. » Le cœur de Sébastien s'arrêta une seconde. Il avait complètement oublié ce système secondaire. « Je pensais que le parking n'était pas couvert. »« C'est ce que la plupart des gens croient, » expliqua Marc en tapant rapidement sur son ordinateur. « Mais après le vol des 3 voitures de fonction de nos cadres, vous avez ordonné l'installation d'un système discret. Seuls nous deux et le directeur des opérations étions au courant. « Monsieur, vous devez voir ça. » Marc tourna le moniteur vers Sébastien. Raclement de gorge. L'enregistrement commença. C'était une vue aérienne de la zone B du parking, avec la date et l'heure affichées dans un coin, 6h31, la veille. Sur l'écran, la Mercedes noire de Sébastien était garée sous un soleil de plomb. Il n'y avait personne aux alentours. Sébastien regarda le chronomètre défiler. 6h35, 6h40, 6h45. Sa mâchoire se crispa. 15 minutes entières, et personne ne sortait du bâtiment pour aller vers la voiture. Puis, à 16h47, elle apparut. Une femme mince en uniforme bleu d'agent d'entretien, qui marchait vers l'arrêt de bus. Elle s'arrêta, tourna la tête vers la Mercedes. Même sur l'enregistrement de mauvaise qualité, on pouvait voir son expression passer de la confusion à l'horreur la plus totale. « Zoom sur l'image », ordonna Sébastien d'une voix tendue. Marc obéit. Il pouvait désormais voir plus de détails. La femme courut vers la voiture, frappa aux vitres, tenta d'ouvrir les portières. Ses mouvements étaient frénétiques, désespérés. Il n'y avait rien de calculé là. Dedans, c'était de la panique pure. Puis vint la pierre. Le premier coup, le deuxième, le troisième. 4 impacts avant que la vitre ne cède. La femme glissa son bras en sang à l'intérieur et déverrouilla la portière. Elle sortit le bébé et le serra contre sa poitrine en s'éloignant du véhicule. Sébastien eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il vit cette femme souffler de l'air frais sur le visage de Léo, lui embrasser le front. Des larmes coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui commettait un crime. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude d'être arrivé à temps. « Continue », ordonna-t-il d'une voix rauque. L'enregistrement défila. 3 minutes plus tard, Valérie apparut. Sébastien reconnut immédiatement sa silhouette. La nounou venait du côté de l'entrée principale du bâtiment et non de l'intérieur. Elle portait plusieurs sacs de shopping dans chaque main. Elle s'arrêta net en voyant la scène. Puis, au lieu de courir, affolée, vers son bébé, Valérie laissa tomber ses sacs et son visage se transforma d'une manière que Sébastien ne lui avait jamais connue. Un calcul froid. « Mon Dieu !» murmura Sébastien. L'enregistrement n'avait pas de son, mais il n'en avait pas besoin. On voyait clairement Valérie pointer du doigt la femme en uniforme bleu, lui hurler dessus, jouer le rôle de la victime, pendant que les agents de sécurité accouraient. On voyait la femme de ménage tenter d'expliquer la situation, désigner le bébé, la voiture, supplier. Et on pouvait voir le moment exact où Valérie prit Léo des bras de l'agent de sécurité, non pas avec le soulagement d'une nounou qui récupère un enfant sain et sauf, mais avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de gagner une partie d'échecs. « Éteins ça », dit Sébastien en se détournant du moniteur. Il s'appuya contre le mur,
sentant tout son monde s'effondrer. Cette femme qu'il avait condamnée mentalement toute la nuit, qu'il s'était imaginée comme une criminelle sans scrupules, avait sauvé la vie de son fils. Et la personne à qui il avait confié la garde de Léo, qu'il payait grassement pour assurer sa sécurité, l'avait abandonné pour aller faire les magasins. « Où est cette femme actuellement ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement basse, celle en uniforme bleu. « Chantal Mercier. Elle est actuellement au commissariat du 16e arrondissement, monsieur, » répondit Jean-Pierre. « Nous avons déposé plainte hier soir, comme l'avait demandé mademoiselle Valérie, pour tentative d'enlèvement et dégradation de biens privés. Quelle est sa situation juridique ?» Marc consulta sa tablette. « D'après nos contacts au commissariat, elle doit être présentée au procureur ce matin. Vu les accusations et sans moyen pour se payer un avocat ou une caution, elle sera très probablement placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes en attendant son procès. Et cela pourrait prendre des mois, monsieur. » Sébastien ferma les yeux, serrant les poings si fort que ses articulations en devinrent blanches. « Cette femme ne passera pas une minute de plus en cellule, » déclara-t-il d'un ton sans appel. « Jean-Pierre, je veux des copies certifiées de cet enregistrement sur mon bureau dans 15 minutes. Marc, appelle Rodolphe Bertrand. Marc Pally. » Rodolphe Bertrand était l'avocat d'affaires le plus craint de tout Paris, l'homme qui avait détruit la carrière de 3 députés et de 2 présidents de région dans des affaires de corruption. Ses honoraires s'élevaient à 5 000 € de l'heure, et il valait chaque centime. Dis-lui de venir immédiatement. Je me fiche qu'il soit en pleine audience, et qu'il vienne avec un spécialiste du droit pénal. Je veux que Chantal Mercier sorte de ce commissariat avant midi. Monsieur, intervint prudemment Jean-Pierre, que faisons-nous de mademoiselle Valérie? Le visage de Sébastien se figea comme du marbre. Rien pour l'instant. Cette explication-là, je m'en charge personnellement. Alors que Sébastien montait dans son ascenseur privé menant à son bureau, son esprit tournait à plein régime. Pendant 10 à 8 mois, il s'était réfugié dans le travail, gardant ses distances affectives avec Léo, car le regarder lui rappelait cruellement tout ce qu'il avait perdu. Il avait engagé Valérie pour ne pas avoir à affronter sa propre lâcheté de père, et cette décision avait failli lui coûter la seule chose qui lui restait d'Hélène. Son fils était en train de mourir dans une voiture verrouillée sous un soleil de plomb pendant que lui signait des contrats 20 étages plus haut. Et une parfaite inconnue, une femme qui gagnait en un mois ce que lui dépensait en un seul dîner, avait tout risqué pour le sauver. Elle avait détruit sans l'ombre d'une hésitation une voiture à 100 000 €. Elle s'était tailladé les bras avec les éclats de verre, elle avait risqué la prison. Tout cela pour un enfant qu'elle ne connaissait même pas. À quand remontait la dernière fois où lui-même avait fait un geste désintéressé pour autrui? Il entra dans son bureau et se servit un double whisky. Même s'il était à peine 7 heures du matin, il s'approcha de la baie vitrée d'où il pouvait contempler tout Paris s'étendre sous ses yeux comme un empire qu'il avait conquis, Perrault qui lui semblait soudain d'un vide abyssal. Son téléphone se mit à sonner. C'était Valérie. « Monsieur Girard, bonjour. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien et vous confirmer que Léo s'est réveillé en pleine forme. Il a dormi toute la nuit sans problème après la frayeur d'hier. Viens à mon bureau, dit Sébastien d'une voix glaciale. Tout de suite. Excusez-moi, mais je suis avec Léo. Et amène Léo avec toi. Nous devons parler. Monsieur, il y a un problème ? Si c'est pour les réparations de la voiture, je peux tout à fait. Valérie, la coupa Sébastien. Tu as 30 minutes pour être ici. Ne sois pas en retard. Il raccrocha sans attendre de réponse. Il avala son whisky d'un trait, sentant la brûlure descendre dans sa gorge. Il avait bâti un empire en prenant des décisions impitoyables, en licenciant sans état d'âme, en signant des contrats qui écrasaient ses concurrents. Mais cette fois, c'était différent. C'était personnel. Quelqu'un frappa à la porte. C'était sa secrétaire, Patricia, une femme de 60 ans qui travaillait à ses côtés depuis la création de l'entreprise. « Monsieur Girard, Maître Bertrand vient d'arriver. Il est accompagné de Maître Schneider, la spécialiste en droit pénal que vous aviez demandé. Faites-les entrer. » Rodolphe Bertrand entra, impeccable dans son costume de grande marque à 10 000 €, sa sacoche en cuir italien à la main. À ses côtés se tenait une femme d'une 40aine d'années, les cheveux relevés en un chignon impeccable, le regard aussi intelligent et acéré qu'une lame de rasoir. « Sébastien », le salua Rodolphe en le tutoyant, car ils se connaissaient depuis l'université. « Marc m'a résumé la situation. Je t'amène Sandrine Schneider. C'est la meilleure pénaliste de la capitale. Elle a sorti des ministres de détention provisoire. Une employée de maison accusée à tort. Ce ne sera qu'une formalité pour elle. » Sandrine lui tendit la main avec une fermeté professionnelle. « Monsieur Girard,
J'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début, et je dois absolument visionner cet enregistrement. » Durant les 20 minutes qui suivirent, Sébastien lui expliqua toute l'histoire pendant que Sandrine prenait des notes sur sa tablette avec une rapidité impressionnante. En découvrant la vidéo, ses yeux s'illuminèrent de l'éclat de celle qui vient de trouver la pièce manquante d'un puzzle. « Ce n'est pas seulement suffisant pour faire libérer Madame Mercier, » dit Sandrine, avec un sourire qui faisait presque peur. « C'est amplement suffisant pour poursuivre votre nounou pour délaissement de mineurs, parjure, faux témoignage et tentative d'extorsion de fonds. Nous pouvons briser sa vie sur le plan judiciaire. Faites-le, » dit Sébastien sans une once d'hésitation. « Toute la rigueur de la loi. Je ne veux plus jamais que cette femme s'approche d'un enfant. » « Et pour Madame Mercier ?» demanda Rodolphe. Sébastien garda le silence un instant, contemplant à travers la vitre la ville qui s'éveillait sous les premières lueurs du soleil. « Je veux des excuses officielles, des dommages-intérêts pour elle, et je veux lui parler en personne. Cette femme a sauvé mon fils alors que je n'étais même pas là pour le protéger. Je lui dois bien plus que tout l'argent du monde. » Sandrine et Romain échangèrent un regard. En 20 ans d'amitié, ils n'avaient encore jamais vu cette expression sur le visage de Sébastien Navarre. De la vulnérabilité, du remords, quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. « On y va », dit Sandrine en rangeant sa tablette. « Dans 2 heures, Camille Roussel sera une femme libre. » Quand les avocats sortirent, Sébastien se retrouva seul dans son bureau, attendant l'arrivée de Valérie. Et tandis qu'il attendait, une seule et unique question lui martelait l'esprit. Comment remercier quelqu'un de vous avoir sauvé de votre propre négligence? Comment rembourser une dette qui n'a pas de prix? Il allait bientôt le découvrir. Et ce qui avait commencé comme la pire nuit de la vie de Camille Roussel était sur le point de se transformer en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Camille avait perdu toute notion du temps dans cette cellule. Elle savait que le jour s'était levé parce que la lumière qui filtrait à travers la lucarne grillagée était passée d'un orange terne à un blanc éclatant. Ses codétenus somnolaient sur les bancs, mais elle n'arrivait pas à fermer l'œil. Chaque fois qu'elle essayait, elle revoyait le visage du petit Léo en larmes, lui tendant ses petites mains. Elle entendit des pas résonner dans le couloir. Un policier s'arrêta devant la cellule et la désigna du doigt. « Camille Roussel, avancez. Votre avocat est là. » Camille se leva, complètement déboussolée. Monsieur Fernand, l'avocat bénévole du quartier, n'aurait jamais pu arriver aussi vite. En plus, Lucie n'avait pas de quoi le payer. Elle suivit le policier à travers d'étroits couloirs jusqu'à une petite salle de parloir, meublée d'une table en métal et de 2 chaises. La femme qui l'attendait ne ressemblait en rien à Monsieur Fernand. Elle était élégante, imposante. Elle portait un tailleur pantalon gris qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de Camille. Elle avait une tablette devant elle et affichait une expression professionnelle, mais pas froide. « Madame Roussel, je suis maître Sandrine Bertrand », se présenta-t-elle en désignant la chaise en face d'elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Camille obéit avec méfiance, ses mains tremblant encore. Je ne comprends pas. Je n'ai pas demandé d'avocat. Je n'ai pas d'argent pour payer vos honoraires. Vos honoraires sont déjà réglés, répondit Sandrine en ouvrant sa mallette pour en sortir plusieurs documents. J'ai été engagé par Sébastien Navarre, le père du bébé que vous avez sauvé hier. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Mais c'est lui qui m'a fait arrêter. Sa nounou a dit que j'avais. La nounou a menti, l'interrompit Sandrine en tournant sa tablette vers Camille. Et nous en avons les preuves, Madame Roussel. Regardez cette vidéo. Pendant les minutes qui suivirent, Camille observa l'enregistrement des caméras de surveillance. Elle s'y vit découvrir le bébé, briser la vitre et le sauver. Elle vit Valérie apparaître avec ses sacs de course. Elle vit le mensonge se tramer sous ses propres yeux. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas de la détresse. C'était du soulagement, une libération. La certitude que la vérité éclatait enfin au grand jour. Cela prouve sans l'ombre d'un doute que vous avez agi pour protéger un mineur en danger imminent, expliqua Sandrine en reprenant sa tablette. De plus, Valérie Mercier a commis plusieurs délits, abandon de mineurs, parjure et dénonciation calomnieuse. Madame Roussel, dans moins d'1 heure, vous serez libre et toutes les charges retenues contre vous seront abandonnées. En outre, Monsieur Navarre souhaite vous présenter ses excuses formelles et discuter d'un dédommagement pour le préjudice subi. Camille n'arrivait pas à assimiler tout ce qu'elle entendait. C'était trop, beaucoup trop rapide. Un dédommagement. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste rentrer chez moi, retrouver ma famille. Mon père est malade, il a besoin de moi. Sandrine acquiesça avec empathie. Je le comprends parfaitement, Madame Roussel. Mais vous avez été arrêtée à tort.
Vous avez passé la nuit en garde à vue et vous avez perdu votre travail. Légalement, vous avez droit à une compensation. Monsieur Navarre en est conscient et il veut réparer cette injustice. J'ai perdu mon travail, répéta Camille, comme si elle réalisait seulement la nouvelle. C'est sûr, personne ne voudra embaucher quelqu'un qui a été arrêté, même si je suis innocente. Ne vous en faites pas pour ça pour le moment, dit Sandrine avec fermeté. Sortons d'abord d'ici, nous parlerons des détails plus tard. 1 heure plus tard, Camille franchissait les portes du commissariat en femme libre. La lumière du soleil l'éblouit et elle dut se protéger le visage avec la main. Dehors, Lucie l'attendait. Dès que les 2 sœurs se virent, elles coururent l'une vers l'autre. Elles se serrèrent si fort dans les bras qu'on aurait dit qu'elles ne se lâcheraient plus jamais. « Je te l'avais dit que tout s'arrangerait », sanglota Lucie contre l'épaule de sa sœur. « Je te l'avais dit, tu n'as rien fait de mal. Comment va, papa ?» demanda Camille en s'écartant pour plonger son regard dans celui de sa sœur. Inquiet, un peu perdu, mais il va bien. Je lui ai donné ses médicaments. Camille, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je t'expliquerai tout à la maison, répondit Camille en essuyant ses larmes. Mais d'abord, j'ai besoin de voir papa. J'ai besoin de le serrer dans mes bras. Sandrine s'approcha d'elle avec discrétion. Madame Roussel, j'ai une voiture qui vous attend pour vous conduire où vous le souhaitez. Cependant, Monsieur Navarre aimerait beaucoup vous rencontrer avant. Je sais que cette épreuve a été traumatisante. Si vous préférez reporter cette entrevue, nous le comprendrons tout à fait. Camille regarda sa sœur, puis l'avocate. Une partie d'elle voulait simplement s'enfuir, rentrer dans leur petite maison de Saint-Denis et oublier que tout cela s'était produit. Mais une autre partie, celle-là même qui avait brisé cette vitre sans hésiter, savait qu'elle devait tourner cette page convenablement. « Est-ce qu'il est là, actuellement ?» demanda-t-elle. « Il est dans son bureau et il vous attend. Mais vraiment, rien ne presse. Ça peut être demain ou la semaine prochaine. » « Non, » l'interrompit Camille d'une voix ferme. « Autant le faire maintenant, avant que je ne perde mon courage. » L'immense gratte-ciel de la tour Navarre se dressait devant Camille comme un monument de verre et d'acier, symbole d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Elle y avait nettoyé les sols pendant 3 ans, mais toujours à l'aube, en restant invisible. Aujourd'hui, elle franchissait l'entrée principale aux côtés de Sandrine, sous les regards mêlés de surprise et de respect des agents de sécurité. L'ascenseur monta directement au 32e étage, sans s'arrêter. Camille regardait les chiffres défiler sur l'écran numérique, observant son reflet déformé sur les portes rutilantes. Elle portait encore sa blouse bleue de travail, froissée et tachée. Elle s'était bien débarbouillé le visage dans les toilettes du commissariat, mais elle savait qu'elle avait une mine affreuse, épuisée, brisée. Les portes s'ouvrirent sur un accueil luxueux, où une femme mûre aux cheveux gris parfaitement coiffés l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Madame Roussel, Monsieur Navarre vous attend, s'il vous plaît. Suivez-moi. » Patricia la guida le long d'un couloir aux murs de marbre jusqu'à une double porte en bois sombre, où le nom de Sébastien Navarre, président, était gravé sur une plaque dorée. Elle frappa doucement et ouvrit. « Monsieur Navarre, Madame Roussel est là. » Camille pénétra alors dans le bureau le plus immense qu'elle ait jamais vu de sa vie. De grandes baies vitrées s'étirant du sol au plafond offraient une vue panoramique sur tout Paris s'étendant jusqu'à l'horizon. Des tableaux de grande valeur ornaient les murs et, derrière un bureau en acajou qui semblait plus grand que son propre salon, il était là. Sébastien Navarre se leva aussitôt. Il était grand, avait les épaules larges et portait un costume qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Camille, si elle en avait eu une. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut son regard. Elle s'attendait à de la froideur, de la distance, à l'œil calculateur d'un homme d'affaires accompli. Au lieu de cela, elle y lut une émotion inattendue, de la honte. « Madame Roussel, » dit-il en contournant son bureau pour s'avancer vers elle. « Merci d'être venue. Je sais qu'après ce qui s'est passé, je suis probablement la dernière personne que vous ayez envie de voir. » Camille ne savait pas quoi répondre. Elle restait là, mal à l'aise dans sa tenue de travail sale, sentant le gouffre social qui les séparait comme un océan infranchissable. « Monsieur, j'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-elle enfin. « Non, » répondit Sébastien d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. La plupart des gens auraient passé leur chemin, se disant que ce n'était pas leurs affaires. Ils se seraient contentés d'appeler la police et d'attendre pendant que mon fils. Sa voix se brisa. « Vous avez tout risqué, votre liberté, votre travail, votre avenir, pour un enfant que vous ne connaissiez même pas. » Il fit un pas de plus, et Camille vit que ses yeux étaient rougis, comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. « Ma femme est morte à la naissance de Léo, » poursuivit Sébastien. « Depuis,
Je me suis réfugié dans le travail parce que c'était plus facile que d'affronter la douleur d'être père sans elle. J'ai embauché Valérie pour ne pas avoir à regarder mon fils et me rappeler tout ce que j'avais perdu. Et cette lâcheté a failli lui coûter la vie. Camille sentit son cœur se serrer. Cet homme, malgré tout son argent et son pouvoir, était aussi brisé qu'elle à l'intérieur, sauf que sa souffrance a lui porté un costume de grand couturier. « Vous n'êtes pas responsable de ce que Valérie a fait », dit doucement Camille. « Elle a pris ses propres décisions. Mais c'est moi qui lui en ai donné l'occasion, » répliqua Sébastien. « J'ai accordé ma confiance à la mauvaise personne, alors que la bonne personne nettoyait mes bureaux à 5 heures du matin, sans même que je connaisse son nom. » Un lourd silence s'installa, chargé de sens. Puis, Sébastien fit un geste que Camille n'aurait jamais imaginé de la part d'un homme de son rang. Il s'inclina profondément devant elle, avec respect. « Camille Roussel, je vous dois des excuses qu'aucun mot ne pourra jamais exprimer assez fort. Je vous dois ma gratitude éternelle pour avoir sauvé la seule chose qui me reste de la femme que j'ai aimée, et je vous dois justice pour tout ce que vous avez enduré à cause de ma négligence. » Camille sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. « S'il vous plaît, monsieur, relevez-vous. Vous n'avez pas besoin de faire ça. »« Si, j'en ai besoin, » dit Sébastien en se redressant, « parce que je veux que vous sachiez que ce qui va suivre n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est le strict minimum que vous méritez. » Il s'approcha de son bureau et prit une pochette cartonnée. À l'intérieur de ce dossier, il y a plusieurs documents. Le premier est une lettre de recommandation signée de ma propre main. Vous pourrez trouver du travail dans n'importe quelle entreprise de la région. Le deuxième est un chèque de 50 000 € en guise de compensation pour votre garde à vue abusive et le préjudice psychologique que vous avez subi. Camille sentit ses jambes fléchir. 50 000 €. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. « Je ne peux pas, c'est beaucoup trop. »« Ce n'est pas assez, » l'interrompit Sébastien. « Mais c'est un début. Le troisième document est une offre d'emploi. » Sébastien s'excusa d'un léger raclement de gorge et prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Camille, j'ai besoin d'une nounou pour Léo, quelqu'un en qui je puisse avoir une confiance aveugle, quelqu'un qui aimera mon fils comme s'il était le sien et qui risquerait tout pour le protéger. Vous avez déjà prouvé que vous êtes cette personne. » Le monde de Camille s'arrêta de tourner. Cet homme lui offrait un travail, s'occuper du bébé qu'elle avait sauvé. « Monsieur Navarre, je n'ai aucun diplôme dans la petite enfance. J'ai seulement le bac, je ne sais rien d'eux. Vous savez le plus important, » dit Sébastien d'une voix vibrante d'émotion. « Vous savez aimer sans condition. Vous savez vous sacrifier pour les autres. Cela ne s'apprend dans aucune école. » Camille regarda la pochette comme si elle contenait une bombe. « Et mon père est malade. Il a besoin d'une assistance constante. Dans ce cas, j'engagerai une infirmière à domicile pour lui. Je prendrai tous les frais médicaux à ma charge. Et ma sœur Lucie étudie et travaille en même temps. Si vous acceptez ce poste, votre sœur pourra démissionner et se consacrer entièrement à ses études. Je vous verserai un salaire suffisant pour faire vivre toute votre famille. » C'était trop, c'était impossible, c'était un rêve. « Pourquoi ?» demanda Camille d'une voix brisée. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Sébastien la regarda droit dans les yeux, et à cet instant, Camille vit l'homme derrière le millionnaire. Elle vit le père brisé, le veuf qui pleurait encore sa femme, l'être humain qui avait oublié comment vivre. Parce que hier, en voyant cette vidéo où vous sauviez mon fils, j'ai compris une chose. L'argent peut acheter des gardes du corps, des systèmes de sécurité, de la technologie, mais il ne pourra jamais acheter ce que vous avez donné sans réfléchir. Un amour pur et désintéressé. Et c'est ce dont Léo a besoin, ce que j'ai moi-même oublié comment donner. » Les larmes de Camille finirent par déborder. « Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous allez y réfléchir. » répondit Sébastien. « Dites-moi que vous ne me détestez pas pour ce qui s'est passé. Et s'il vous plaît, permettez-moi d'essayer de réparer ne serait-ce qu'une infime partie du mal que vous avez subi. » Camille prit le dossier de ses mains tremblantes. Sa vie venait de se couper en deux, l'avant et l'après. Et en regardant cet homme puissant qui s'était humilié devant elle, elle sut que plus rien ne serait jamais comme avant pour aucun d'eux. Camille rentra chez elle à Aubervilliers, serrant toujours le dossier contre sa poitrine, comme s'il risquait de s'évaporer si elle le lâchait. Son modeste 2 pièces au mur de béton peint d'un bleu délavé ne lui avait jamais semblé aussi chaleureux. Son père, Robert, était assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, exactement là où Lucie l'avait installé avant de partir. En voyant entrer Camille, le vieil homme fondit en larmes. « Ma fille, Dieu soit loué. Lucie m'a parlé d'un commissariat, d'un bébé. Je n'ai rien compris, mais j'étais mort de peur. »« De quoi ? » ?»« C'est fini, papa. » Camille s'agenouilla devant lui,
prenant ses mains ridées dans les siennes. « Tout est fini. Je vais bien. Nous allons bien. » Robert caressa le visage de sa fille de ses doigts tremblants. « Tu as toujours été comme ça, depuis toute petite. Ta mère, que son âme repose en paix, disait que tu étais née avec un cœur trop grand pour ce monde de brutes. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois, ma chérie ?» Camille lui raconta tout, dans les moindres détails, depuis les pleurs du bébé sur le parking jusqu'à la proposition de Sébastien Navarre dans ce bureau digne d'un film. Lucie écoutait depuis le pas de la porte de la cuisine, les yeux de plus en plus écarquillés. 50 000 €, chuchota Robert quand Camille eut fini son récit. « Ma fille, avec ça, tu pourrais acheter un meilleur appartement, payer tout mon traitement, assurer l'avenir de Lucie. Ou alors je pourrais tout refuser et continuer ma vie comme avant, » dit Camille d'une voix pleine d'incertitude. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda Lucie en s'approchant. « Camille, c'est la chance de ta vie, de nos vies, parce que j'ai peur, » admit Camille, alors que les larmes commençaient à couler. « J'ai peur d'entrer dans ce monde de riches auquel je n'appartiens pas. J'ai peur d'échouer, de décevoir cet homme qui me confie ce qu'il a de plus précieux au monde. »« Tu as peur d'être heureuse, » l'interrompit Robert avec sagesse. « Ma fille, cela fait des années que tu te sacrifies pour nous, que tu travailles à l'aube, que tu ramènes chaque euro à la maison en te privant du moindre plaisir. » Robert se racla doucement la gorge. « Quand as-tu acheté quelque chose pour toi pour la dernière fois? Quand as-tu rêvé d'autre chose que de simplement survivre ?» Camille n'avait pas de réponse. « Ta mère t'a appelé Camille en pensant à Sainte Camille, la protectrice des malades et des déshérités, » continua son père. « Et c'est exactement ce que tu es. Ce bébé a besoin de toi. Cet homme a besoin de toi. Et tu as le droit, toi aussi, d'avoir besoin de ça. Ce n'est pas de l'égoïsme d'accepter un cadeau de la vie quand elle te le tend. » Lucie s'agenouilla près de sa sœur et la serra fort dans ses bras. « Grande sœur, tu as toujours été mon héroïne. Quand maman est morte, tu n'avais que 10 à 7 ans et tu aurais pu fuir toutes ces responsabilités. Mais tu es restée. Tu as arrêté le lycée pour travailler. Tu as élevé une petite fille de 8 ans qui n'était pas ta fille, mais ta sœur. Tu m'as tout donné. Maintenant, laisse-moi t'aider à prendre cette décision. » « Et comment je fais ?» sanglota Camille. « Comment accepter autant sans avoir l'impression de trahir tout ce que nous sommes ? Tu ne trahis rien du tout, » dit Robert avec fermeté. « Tu honores le sacrifice de ta mère qui a toujours voulu te voir heureuse. Tu honores ton propre cœur, qui a sauvé cet enfant sans rien attendre en retour. La vie te rend ce que tu as donné, Camille. Accepte-le avec gratitude. » Ce soir-là, Camille ouvrit le dossier sur la table de la cuisine. Le chèque était là, bien réel, de 50 000 €. Elle regarda la lettre de recommandation à l'entête du groupe Navarre, puis enfin le contrat de travail. Elle le lut ligne par ligne. Le salaire mensuel proposé lui coupa le souffle. 3 000 € net, soit plus du triple de ce qu'elle gagnait en nettoyant des bureaux, avec une mutuelle complète pour elle et sa famille, 2 jours de repos hebdomadaires et une clause spéciale. L'employeur prendra en charge l'intégralité des frais médicaux liés au traitement de M. Robert Royer, père de l'employé, y compris les médicaments, les consultations de spécialistes et une éventuelle hospitalisation si nécessaire. C'était incroyablement généreux, c'était surréaliste et pourtant bien réel. Le lendemain matin, Camille composa le numéro que maître Florence Sastre lui avait donné. L'avocate décrocha à la 2e sonnerie. « Madame Royer, quel plaisir de vous entendre. Avez-vous pris une décision ?» Camille prit une grande inspiration, croisant les regards pleins d'espoir de son père et de sa sœur. « J'accepte le travail, mais j'aimerais vous demander une faveur, tout ce que vous voulez. Je voudrais commencer le plus tôt possible. Plus j'attendrai, plus je vais douter de moi. » À l'autre bout du fil, Florence eut un rire doux. « C'est parfait, vous pouvez venir demain à 9 heures. Monsieur Navarre tient à vous présenter officiellement Léo, et nous devons régler quelques détails pratiques. Je serai là. » Après avoir raccroché, Camille s'autorisa, pour la première fois depuis des années, à imaginer un avenir différent. Elle vit Lucie diplômée de l'université, devenue médecin, comme elle en avait toujours rêvé. Elle vit son père dans une excellente clinique, recevant, après un bref raclement de gorge, le traitement de pointe dont son diabète avait besoin. Elle se vit elle-même, ne se contentant plus de survivre, mais vivant pleinement. Pendant ce temps, dans son Penthouse de Neuilly-sur-Seine, Sébastien serrait Léo dans ses bras pour la première fois depuis des semaines, sans ressentir cette terrible oppression qui lui serrait la poitrine d'ordinaire. Le bébé s'amusait avec les boutons de sa chemise, bien loin du drame qui s'était joué autour de lui. « Ton ange gardien arrive demain,
murmura Sébastien à l'oreille de son fils. « La femme qui t'a sauvé va s'occuper de toi. Elle va te donner tout l'amour que j'ai été trop lâche pour te donner moi-même. » Léo éclata de rire, ce rire cristallin de bébé heureux que Sébastien avait si rarement entendu. Et à cet instant, quelque chose se brisa en lui. Toutes les barrières qu'il avait dressées autour de son cœur après la perte d'Hélène commencèrent à se fissurer. Il pleura. Pour la toute première fois depuis l'enterrement de sa femme, Sébastien Navarre s'autorisa à pleurer. Ses larmes coulaient sur le crâne si doux de Léo qu'il berçait tendrement. « Je t'ai abandonné », sanglota-t-il. « J'ai failli à ma promesse envers ta mère. Mais je vais changer, mon fils. Je te le jure, je vais apprendre à être le père que tu mérites. » Au même moment, Valérie Ménard se trouvait dans une cellule, exactement celle où Camille avait passé la nuit précédente. À la différence près que Valérie n'était pas près de sortir. Les charges retenues contre elle étaient extrêmement graves. Délaissement de mineurs ayant entraîné un danger de mort, dénonciation calomnieuse et parjure devant les autorités. Maître Florence Sastre avait produit toutes les pièces nécessaires et la vidéo de surveillance l'accablait sans laisser de place au doute. Sa famille, en apprenant ce qu'elle avait fait, refusa catégoriquement de payer sa caution. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Les agences de placement de Nounou où elle était inscrite supprimèrent immédiatement son profil. En 24 heures, Valérie avait tout perdu. Son travail, sa réputation, sa liberté. Assise sur ce banc de cellules glaciales, elle repensait à ce moment sur le parking. Si seulement elle avait attendu 5 minutes de plus avant de partir faire ses courses, si seulement elle avait laissé une vitre entrouverte, si seulement elle n'avait pas menti avec un tel aplomb. Mais l'orgueil et la panique avaient fait d'elle la coupable de sa propre histoire. Aujourd'hui, elle en payait le prix. Le lendemain matin, un grand ciel bleu s'étendait sur Paris. Camille enfila ses plus beaux vêtements, une robe toute simple bleu marine qu'elle avait achetée 3 ans auparavant pour le mariage d'une cousine, et qu'elle gardait précieusement pour les grandes occasions. Léa l'aida à se coiffer en tressant ses longs cheveux de manière élégante. « Tu es magnifique », dit Léa en admirant son travail. « Je suis terrifiée », avoua Camille en se regardant dans le petit miroir de la salle de bain. « Ça veut dire que ça te tient à cœur, et c'est une bonne chose. » Jean leur donna sa bénédiction à toutes les deux avant qu'elles ne partent. Camille avait engagé une voisine pour rester avec lui durant la journée, même si l'infirmière à domicile promise par Sébastien ne tarderait pas à prendre le relais. Le taxi la déposa devant la tour Beaumont. Cette fois, elle n'entra pas par la porte de service, comme elle l'avait fait pendant 3 ans. Elle passa par le hall principal, où le concierge la reconnut immédiatement à cause des infos qui commençaient déjà à tourner sur l'incident. « Madame Legrand », la salua-t-il respectueusement. « Monsieur Beaumont vous attend dans son penthouse. L'ascenseur privé est sur votre droite. » Camille monta seule dans cet ascenseur tapissé de miroirs qui grimpait directement au 40e étage, là où se trouvait l'appartement privé de Sébastien. Les portes s'ouvrirent directement sur un hall en marbre menant à un salon aussi grand que toute sa maison. Sébastien l'attendait là, mais cette fois, il ne portait pas de costume. Il était en jean et chemise décontractée. Dans ses bras se trouvait Lucas, vêtu d'une grenouillère bleu clair, bien réveillé et curieux. Camille salua Sébastien avec un sourire qui illumina instantanément son visage. « Merci d'être venu. Quelqu'un aimerait faire ta connaissance en bonne et due forme. » Il s'approcha et posa délicatement Lucas dans les bras de Camille. Le bébé la regarda de ses grands yeux marrons, effleura son visage de ses petites mains, puis fit quelque chose d'extraordinaire. Il sourit, un immense sourire de reconnaissance, comme s'il savait exactement qui elle était. « Bonjour, mon ange », murmura Camille, sentant son cœur fondre. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Lucas éclata de rire et se blottit contre sa poitrine, exactement comme il l'avait fait sur le parking. Et Camille sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait pris la bonne décision. « Il sait », dit Sébastien d'une voix émue. « Les bébés sentent qu'il les aime. » Camille leva les yeux vers lui. Cet homme qui était un parfait inconnu 2 jours plus tôt, et qui lui confiait aujourd'hui ce qu'il avait de plus précieux au monde. « Je vais m'en occuper comme si c'était le mien », promit-elle. « Je le sais », répondit Sébastien. « C'est pour ça qu'il est là. » Et tandis que Camille berçait Lucas dans ce salon baigné de lumière avec vue sur toute la ville, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De l'espoir. Pas seulement l'espoir d'un avenir meilleur, mais celui d'une famille brisée, imparfaite, rafistolée avec des morceaux cassés, mais une famille malgré tout. Parfois, les miracles ne s'enveloppent pas d'une lumière dorée. Parfois, ils prennent la forme d'un bébé en pleurs, enfermé dans une voiture, qui attend que quelqu'un, n'importe qui,
et le courage de briser la vitre, et Camille avait été cette personne. Aujourd'hui, la vie lui rendait cet acte de bravoure au centuple. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Camille avait commencé à travailler comme nounou pour Lucas. 3 semaines qui avaient transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ses proches. Jean recevait désormais des visites hebdomadaires du docteur Armand Villard, l'un des meilleurs endocrinologues de la ville. Son taux de glycémie était plus stable qu'il ne l'avait été depuis des années. L'infirmière, Martine, une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, venait chaque jour surveiller sa santé et lui préparer des repas adaptés. Léa avait quitté son travail au bistrot et se concentrait désormais entièrement sur ses études. Ses notes s'étaient nettement améliorées. En fin d'après-midi, elle passait aux Pantousses de Sébastien, où Camille lui préparait un goûter, et les 2 sœurs passaient du temps ensemble pendant que Lucas faisait sa sieste. Mais le changement le plus profond s'opérait au cœur même du Pantouse. Sébastien avait commencé à rentrer plus tôt du travail. Ce n'était plus à 9 ou 10 heures du soir. Désormais, il arrivait à 10 à 8 heures, à temps pour le rituel du soir de Lucas. Camille lui apprit comment donner le bain au bébé, comment le tenir correctement, et comment décrypter ses différents pleurs. Ça, ce sont ses pleurs de faim, expliquait Camille un après-midi, alors que Lucas braillait dans les bras de Sébastien. Écoute comme c'est plus insistant, plus pressant, et celui-là, tu as vu, le ton change. Ce sont ses pleurs de fatigue, plutôt guignards. Sébastien écoutait avec l'attention qu'il réservait d'ordinaire aux présentations d'affaires à plusieurs millions d'euros. Il prenait des notes mentales, posait des questions. Il apprenait à être père, une chose que l'argent n'aurait jamais pu lui acheter, mais que Camille lui offrait avec une patience infinie. Un soir, alors que Camille préparait le biberon de nuit de Lucas, Sébastien l'observait depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle fredonnait une berceuse que sa propre mère lui chantait quand elle était petite. Ses gestes étaient sûrs, empreints d'amour. « Est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» demanda soudain Sébastien. Camille se retourna, surprise. Bien qu'ils aient développé une relation de travail chaleureuse, ils parlaient rarement de leur vie privée. « Bien sûr, Monsieur Beaumont, je t'ai déjà dit de m'appeler Sébastien, sourit-il. Monsieur Beaumont, ça me donne l'impression de parler à mon père. » Camille rit nerveusement. « C'est difficile de m'y habituer. Pour moi, vous êtes, enfin, mon patron. Je préférerais que tu me vois comme le père maladroit de Lucas, qui a besoin de toute l'aide possible, » répondit Sébastien avec franchise. « Mais ma question est, tu n'as jamais voulu avoir d'enfant à toi ?» La question prit Camille au dépourvu. Elle resta silencieuse un instant, le biberon à la main. « Si, j'ai voulu. Quand j'étais jeune, je rêvais de me marier, d'avoir une famille. Mais quand ma mère est morte, tout a changé. Léa était si petite. Mon père était effondré. Il fallait bien que quelqu'un maintienne la famille unie. Les rêves romantiques sont devenus un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Et il n'y a jamais eu personne. Pas de petit ami, pas de relation. » Camille sourit tristement. « Il y a bien eu quelqu'un, il y a des années. Mathieu. Il travaillait dans le bâtiment. C'était un homme bon, travailleur. Il m'a demandé en mariage quand j'avais 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'économisais pour l'opération de la hanche de mon père. Mathieu voulait que cet argent serve à notre mariage. Il m'a dit que je devais choisir entre ma famille et lui. J'ai choisi ma famille. Il s'est marié avec une autre femme 6 mois plus tard. » Sébastien sentit une oppression dans sa poitrine. « Je suis désolé. Ça a dû être terrible. » Camille haussa les épaules. « On fait ce qu'on doit faire. Mais pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais eu d'enfant à moi. C'est pour ça que m'occuper de Lucas, c'est comme un cadeau dont j'ignorais avoir besoin. » À ce moment-là, Lucas commença à pleurer depuis sa chambre. Ils se regardèrent en souriant. Camille tendit le biberon à Sébastien. « À votre tour, pensez bien l'incliner pour qu'il n'avale pas d'air. » Sébastien prit le biberon et se dirigea vers la chambre de son fils d'un pas hésitant, typique de celui qui apprend encore. Camille le suivit à distance pour observer. Sébastien sortit délicatement Lucas de son lit, l'installa contre lui et lui présenta le biberon. Le bébé commença à téter aussitôt, ses petits yeux fixés sur son père. « Salut, champion !» murmura Sébastien. « Papa est là. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme qui, 3 semaines auparavant, pouvait à peine tenir son fils sans trembler, le nourrissait aujourd'hui avec la tendresse naturelle d'un père qui apprenait à aimer sans crainte. Elle s'éclipsa sans bruit pour leur laisser ce moment à eux. Elle alla s'installer sur le canapé du salon, contemplant la ville illuminée à travers les immenses baies vitrées. Son téléphone vibra. C'était un message de Léa. « Grande sœur, j'ai eu 20 sur 20 à mon examen de chimie.
Le prof a dit qu'avec cette moyenne, je peux postuler pour la bourse de médecine à Paris. Tout ça grâce à toi. Camille sourit en tapant sa réponse, mais fut interrompue par la voix de Sébastien. Camille, viens s'il te plaît. Lucas veut te dire bonne nuit avant de dormir. Elle entra dans la chambre. Sébastien avait réussi à lui faire finir tout le biberon et essayait maintenant de lui faire faire son rot en appliquant les techniques que Camille lui avait montrées. Lucas lâcha un petit rot et Sébastien éclata de rire, fier de lui. « Tu as entendu ? J'ai réussi !» Camille rit avec lui. « Vous êtes déjà un expert. »« Menteuse !» plaisanta Sébastien. « Mais j'apprécie ta diplomatie. Viens, je crois qu'il veut son câlin du soir. » Camille s'approcha et Lucas tendit ses petits bras vers elle. Elle le prit contre elle et le bébé se blottit immédiatement au creux de son cou, cet endroit privilégié qu'il s'était approprié dès le premier jour. « Bonne nuit, mon cœur !» murmura Camille en embrassant sa petite tête. « Fais de beaux rêves !» Lorsqu'elle le recoucha dans son lit, Lucas était déjà à moitié endormi. Sébastien et Camille sortirent de la chambre sur la pointe des pieds, refermant doucement la porte. « Tu restes dîner, n'est-ce pas ?» demande Sébastien. « J'ai commandé thaïlandais, dans ce resto que tu aimes bien. Je sais que le mercredi, tu as toujours envie de manger épicé. » Camille fut surprise qu'il ait remarqué ce détail. « Sébastien, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je fais déjà des heures supplémentaires. Ça n'a rien à voir avec les heures sup, » répondit-il sincèrement. « C'est juste que j'apprécie ta compagnie. Cette maison est vide de toute vie depuis 10 à 8 mois. Aujourd'hui, il y a des rires, des berceuses, de l'énergie. Et je n'ai pas envie que tout s'arrête simplement parce que ta journée est finie. » Ils dînèrent sur la terrasse, la ville scintillant sous leurs yeux comme 1 million d'étoiles terrestres. Ils parlèrent de tout, de l'enfance de Camille dans un petit village d'Ardèche, avant qu'elle ne s'installe à Paris, et de la façon dont Sébastien avait bâti son entreprise à partir de rien, après que son propre père l'eut déshérité pour avoir épousé Hélène au lieu de la riche héritière que sa famille lui avait choisie. « Mon père est mort sans me pardonner », confia Sébastien en prenant une gorgée de vin. 2 ans après mon mariage, crise cardiaque foudroyante. La dernière chose qu'il m'ait dite, c'est que j'avais fait honte au nom de la famille. Mais Hélène, elle valait tous les sacrifices. C'était la seule personne qui me voyait comme Sébastien et non comme l'héritier des Montfort. « Vous deviez tellement l'aimer », dit doucement Camille. « De toutes les fibres de mon être », admit Sébastien, les yeux brillants de larmes contenues. « C'est pour ça que lorsqu'elle est morte, je n'ai plus su comment continuer. Léo lui ressemblait tellement que ça me faisait mal de le regarder. Je sais que c'est horrible à dire, qu'un père ne devrait pas ressentir ça, mais le deuil n'a pas de règles, l'interrompit Camille. Quand ma mère est morte, je détestais voir les autres familles heureuses dans la rue. Ça me mettait en colère de voir le monde continuer de tourner alors que mon univers à moi s'était arrêté. Tu n'es pas quelqu'un de terrible, Sébastien. Tu es humain. Il la regarda avec une telle intensité que Camille sentit des papillons dans le ventre. C'était une sensation qu'elle avait oubliée. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» dit Sébastien. « J'ai passé 10 à 8 mois à fuir mon fils parce qu'il me rappelait ma femme. Et toi, une parfaite inconnue, tu l'as aimé tout de suite, sans rien attendre en retour. Tu m'as appris que l'amour ne se divise pas, mais qu'il se multiplie. Léo est facile à aimer, » répondit Camille, détournant le regard car la façon dont Sébastien la fixait était beaucoup trop intense. « Je ne parle pas seulement de Léo, » dit-il doucement. L'atmosphère entre eux se chargea d'une tension indéfinissable mais puissante. Camille se leva précipitamment pour débarrasser la table. « Je devrais y aller. Il est tard, et demain Léo se réveille tôt. » Sébastien ne la retint pas, mais il y avait quelque chose dans son expression qui montrait que la discussion n'était pas terminée, juste suspendue. Ce soir-là, alors que Camille rentrait en taxi à Épinay-sur-Seine, ses pensées étaient un véritable tourbillon. Quelque chose grandissait entre elle et Sébastien, quelque chose qui dépassait largement la gratitude ou les relations professionnelles, mais c'était impossible. Ils appartenaient à des mondes différents. Lui était un millionnaire veuf, toujours épris de sa défunte épouse. Elle n'était qu'une employée qui avait tout juste son bac en poche. En arrivant chez elle, elle trouva son père encore debout, en train de lire dans son fauteuil. « Qu'est-ce qui te rend si pensive, ma fille ?» demanderait-il avec la sagesse de celui qui connaît son enfant mieux que quiconque. Camille s'assit à ses pieds, posant sa tête sur les genoux de son père comme lorsqu'elle était petite. « Papa, est-ce que c'est possible de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne pourra jamais te regarder de la même manière? Quelqu'un qui vit dans un univers complètement parallèle au tien ?» Robert caressa les cheveux de sa fille. « Le cœur ne connaît pas les classes sociales, ma chérie,
Mais je dois te poser une question. Est-ce que tu es en train de tomber amoureuse de Sébastien de Montfort? Camille ne répondit pas tout de suite. Elle repensa aux 3 dernières semaines, à la façon dont Sébastien l'écoutait quand elle parlait, à la manière dont il se souvenait de petits détails comme son plat préféré, au regard qu'il posait sur elle quand elle chantait des berceuses à Léo, et à la façon dont son rire avait de nouveau résonné dans ce Penthouse si longtemps resté silencieux. « Je crois que oui », admit-elle enfin. « Et ça m'effraie. Pourquoi cela t'effraie-t-il? Parce que quand tout cela sera fini, quand il rencontrera quelqu'un de son milieu, quand il n'aura plus besoin de moi, je devrais le regarder fonder une famille avec une autre. Et je ne sais pas si mon cœur pourra le supporter. » Robert redressa doucement le visage de sa fille. « Camille, tu as passé ta vie entière à t'occuper des autres. Lucie, moi, et maintenant ce bébé. Quand vas-tu enfin t'autoriser à être heureuse? Quand vas-tu laisser quelqu'un prendre soin de toi? Ce n'est pas si simple, papa. L'amour n'est jamais simple, ma chérie. Mais ce sont parfois les choses les plus compliquées qui en valent le plus la peine. » Ce soir-là, Camille s'endormit en repensant à des yeux gris et à des sourires qui illuminaient les visages. Elle s'endormit en se demandant s'il était possible qu'un millionnaire et une aide à domicile puissent trouver un amour sincère au milieu d'un monde qui ferait tout pour les séparer. Et à des kilomètres de là, dans un Penthouse baigné par la lumière de la lune, Sébastien de Montfort contemplait le berceau de son fils en pensant exactement la même chose. Car parfois, l'amour ne se demande pas s'il est convenable ou opportun, il arrive simplement sans prévenir, comme un bébé qui pleure sur un parking, attendant que quelqu'un soit assez courageux pour briser toutes les barrières et le sauver. L'anniversaire de Léo approchait. Il allait avoir 1 an dans 2 semaines, et Sébastien avait décidé d'organiser une fête intime avec les personnes qui comptaient vraiment dans la vie de son fils. La liste était étonnamment courte. Camille, Lucie, Robert, le docteur Valette, Florence Soulier et Joachim Rousseau avec sa famille. « Je ne veux pas d'un cirque médiatique », avait dit Sébastien à Camille pendant qu'ils organisaient les détails. « Pas de clown hors de prix ni de salle de réception ostentatoire, juste un après-midi spécial pour Léo avec les gens qu'il aime. » Camille était dans la cuisine du Penthouse en train de préparer des sablés en forme de petits oursons quand on sonna à la porte. Il n'attendait personne. Sébastien était en visioconférence dans son bureau. Elle s'essuya donc les mains sur son tablier et alla ouvrir. De l'autre côté se tenait une femme impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel beige crème, les cheveux blonds platine relevés en un chignon sophistiqué et portant un collier de perles qui coûtait probablement plus cher que l'ancien salaire annuel de Camille. Elle avait environ 35 ans et une beauté froide, calculée. « Oui ?» demanda poliment Camille. La femme la toisa de la tête aux pieds avec un dédain à peine dissimulé, remarquant son tablier taché de farine et ses mains encore couvertes de pâte. « Je suis Victoria de Saint-Amand, de Neuilly », annonça-t-elle comme si ce nom devait vouloir dire quelque chose. « Je viens voir Sébastien. Dis-lui que sa fiancée est là. » Camille eut l'impression de recevoir une douche d'eau glacée. Sa fiancée, enfin, son ex-fiancé, techniquement, rectifia Victoria avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais certaines choses sont destinées à se retrouver. Tu vas me laisser entrer ou dois-je attendre dans le couloir comme une étrangère ?» Camille, sous le choc, s'écarta pour la laisser passer. Victoria entra d'un pas assuré, ses escarpins loup-boutin claquant sur le marbre. Elle inspecta le Penthouse comme si elle l'évaluait. « Je vois que Sébastien n'a pas changé la décoration. Hélène a toujours eu des goûts douteux en matière d'architecture d'intérieur. Beaucoup trop minimaliste à mon goût. Chaque mot était un coup de poignard. » Camille serra les poings sous son tablier. « Je vais le prévenir de votre arrivée. Ce n'est pas nécessaire. » La voix de Sébastien résonna depuis le couloir. Il s'avançait avec une expression confuse qui se mua rapidement en état de choc. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ?» Victoria s'approcha de lui avec un sourire radieux et l'embrassa sur les 2 joues. Un geste bien trop intime pour quelqu'un qui appartenait au passé. « Mon cher Sébastien, c'est ainsi que tu accueilles une vieille amie? Je suis de passage en ville pour les affaires et je ne pouvais pas repartir sans te voir. Et puis, j'ai entendu dire que Léo allait bientôt fêter sa première année. J'ai apporté un cadeau. » De son sac de créateur, elle sortit une boîte enveloppée de papier doré avec un nœud parfait. « Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, » dit Sébastien d'une voix tendue. « Ce n'est pas de la peine. Les enfants des personnes que nous aimons comptent toujours pour nous. » L'accent mis sur le mot « aimons » était délibéré. Camille sentit la nausée lui monter aux lèvres. « Victoria, ce n'est pas le. Où est le petit prince ?» l'interrompit Victoria en baloyant la pièce du regard. « Je meurs d'envie de le rencontrer. Il a déjà 1 an, n'est-ce pas?
Il doit marcher, commencer à parler. Il fait sa sieste, répondit Camille avant même de pouvoir se retenir. Victoria la regarda comme si elle remarquait à peine sa présence. Et toi, tu es Camille? C'est la nounou de Léo, expliqua rapidement Sébastien. Ah, la fameuse héroïne, dit Victoria avec un sourire condescendant. J'ai lu des articles sur toi dans les journaux. Quelle audace de briser cette vitre. Même si j'imagine qu'une Mercedes doit être impressionnante quand on n'en a jamais approché une de près. L'affront voilé flotta dans l'air comme un venin. Camille sentit son visage sans pourprier. Si vous voulez bien m'excuser, je dois finir de préparer le goûter de Léo, dit-elle avec toute la dignité qu'elle put rassembler avant de se retirer dans la cuisine. Depuis là, elle pouvait entendre leur conversation. « Sébastien, j'ai besoin de te parler en privé, » disait Victoria. « C'est important. Au sujet de nous deux, il n'y a pas de nous, Victoria. C'est fini depuis 5 ans. C'est fini parce que tu as épousé une autre femme, » rectifia Victoria d'une voix blessée. « Mais elle n'est plus là, Sébastien. Et moi, je suis toujours là. J'ai toujours été là. » Camille serra le rebord du plan de travail si fort que ses articulations en devinrent blanches. Elle entendit des pas s'éloigner en direction du bureau de Sébastien. La porte se referma. Pendant les 30 minutes qui suivirent, Camille tenta de se concentrer sur ses biscuits, mais ses mains tremblaient. Elle brûla une plaque entière. Elle mit trop de sucre dans une autre fournée. Ses pensées étaient prisonnières de ce bureau fermé, imaginant des conversations qui lui brisaient le cœur. Léo se réveilla en pleurant de sa sieste. Camille courut vers sa chambre, reconnaissante pour cette distraction. Elle le sortit de son lit, le changea et lui enfila une grenouillère propre. « Coucou, mon amour », murmura-t-elle en embrassant son front. « Tu as bien dormi ?» Léo se mit à rire et toucha son visage avec curiosité, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien », mentit Camille. « Tout va toujours bien avec toi. » Elle sortit de la pièce, Léo dans les bras, pile au moment où la porte du bureau s'ouvrait. Victoria et Sébastien en sortirent. Elle affichait une mine triomphante. Lui avait l'air épuisé. « Oh, mais regarde-moi ce trésor !» s'exclama Victoria en s'approchant, les bras grands ouverts. « Léo, c'est ta tante Victoria, je peux te prendre dans mes bras ?» Léo s'agrippa aussitôt au cou de Camille et éclata en sanglots. Il enfouit son petit visage contre son épaule, rejetant catégoriquement Victoria. « On dirait qu'il est de mauvaise humeur », dit froidement Victoria. « Les bébés peuvent être tellement changeants. »« Il n'est pas de mauvaise humeur », le défendit Clara. « Il est juste méfiant avec les inconnus. Comme c'est curieux qu'il ne me voit pas comme un membre de sa famille, » fit remarquer Victoire en jetant un regard appuyé à Sébastien. « Mais j'imagine que ça peut changer avec le temps, avec une présence régulière. » Sébastien se frotta les tempes, comme s'il souffrait d'un terrible mal de tête. « Victoire, merci d'être venue, mais... »« Je m'en vais, dit-elle en prenant son sac. « Mais Sébastien, pense à ce dont nous avons parlé. Lucas a besoin d'une mère, d'une vraie famille. Et toi, tu as besoin de tourner la page. Hélène aurait voulu te voir heureux. » Entendre le nom d'Hélène dans la bouche de Victoire sonna comme un sacrilège. « Je te raccompagne, » dit Sébastien d'une voix fatiguée. Quand elle fut enfin partie, Sébastien revint dans le salon et se laissa tomber sur le canapé. Clara tenait toujours Lucas dans ses bras, et celui-ci jouait maintenant tranquillement avec le collier qu'elle portait. « Je suis désolé, » dit Sébastien. « Je ne savais absolument pas qu'elle viendrait. Je ne l'ai pas vue depuis des années. »« Vous n'avez pas à vous justifier, » répondit Clara d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre. « Je ne suis que l'employé. » Sébastien leva brusquement les yeux. « Ne dis pas ça. Tu sais que tu es bien plus que ça. »« Ah oui? Et je suis quoi exactement, Sébastien ?» Ces mots sortirent avec plus d'émotion qu'elle ne l'aurait voulu. Car cette femme était venue ici pour marquer son territoire, parlant d'être la mère de Lucas, de reconstruire une famille. Et moi, j'étais là, avec mon tablier taché de farine, me sentant comme une idiote d'y avoir cru. Elle s'arrêta avant d'en dire trop. « Cru quoi ?» demanda Sébastien en se levant pour s'approcher d'elle. « Clara, dis-le-moi. »« Rien, » murmura-t-elle en détournant les yeux. « Laisse tomber. »« Victoire ne représente rien pour moi, » affirma Sébastien avec force. « Elle fait partie de mon passé, un mariage arrangé par nos familles qui ne s'est jamais concrétisé parce que j'ai rencontré Hélène. Elle est venue ici avec ses propres intentions, essayant de profiter de mon veuvage. Mais elle a raison sur un point, l'interrompit Clara. Lucas a besoin d'une mère, d'une famille unie, et tu mérites d'être heureux. Elle appartient à ton monde, Sébastien. Elle comprend ta vie, ton milieu social, tes responsabilités. Moi, je ne sais que laver les sols et changer des couches. Tu le penses vraiment ? La voix de Sébastien s'éleva. Après tout ce que nous avons partagé ces dernières semaines,
Après la façon dont tu as transformé cette maison, dont tu m'as appris à être père, comment as-tu pu remplir nos vies de tant d'amour? Un amour qui a une date d'expiration, répondit Clara, les larmes aux yeux. Parce que tôt ou tard, tu vas rencontrer quelqu'un de convenable, quelqu'un comme Victoire. Et je devrais rester là à m'occuper de Lucas pendant que tu construiras ta vie avec une autre. Et je ne sais pas si je pourrais le supporter, Sébastien. Je ne sais pas si j'ai cette force. Lucas, sentant la tension monter, commença à s'agiter. Clara le berça machinalement, mais ses yeux ne lâchaient pas. « Et si je ne veux pas de quelqu'un comme Victoire ?» dit Sébastien en réduisant la distance qui les séparait. « Et si la personne que je veux était juste là, en face de moi, tenant mon fils comme s'il était le sien, illuminant chaque recoin de cet endroit d'une lumière dont j'ignorais avoir besoin. » Le cœur de Clara battait si fort qu'elle était persuadée qu'il pouvait l'entendre. « Ne dis pas des choses que tu ne pourras pas tenir. Je ne dis rien que je ne ressente dans chaque fibre de mon être, » répondit Sébastien, la voix rauque d'émotion. « Clara, je suis en train de tomber amoureux de toi. En fait, je le suis probablement déjà, et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a des différences. Je sais que le monde va nous juger. Mais ta femme est morte il y a à peine 10 à 8 mois, l'interrompit Clara, essayant de faire entendre la voix de la raison, même si son cœur hurlait le contraire. Tu l'aimes encore. Tu gardes toujours sa photo sur ta table de chevet. J'aimerais toujours Hélène, admit Sébastien. Elle a été ma première épouse, la mère de mon fils. Mais elle est partie, Clara, et, se raclant la gorge, je dois continuer à vivre. Lucas doit continuer à vivre. Et si j'ai appris une chose à tes côtés, c'est que le cœur humain possède une capacité infinie d'aimer. Aimer Hélène ne m'empêche pas de t'aimer toi aussi. Les larmes de Clara finirent par déborder. J'ai peur, confessa-t-elle. J'ai si peur que tout cela ne soit qu'un rêve, de me réveiller et que tout redevienne comme avant, ou que tu me brises le cœur sans même t'en rendre compte. Sébastien tendit la main et caressa doucement la joue de Clara, essuyant une larme du pouce. Moi aussi, j'ai peur, mais je crois que les choses les plus précieuses de la vie font toujours peur. Et toi, Clara Rousseau, tu es la personne la plus précieuse qui soit entrée dans ma vie depuis la naissance de Lucas. Lucas choisit précisément ce moment pour pousser un immense bâillement, brisant ainsi la tension. Ils rirent tous les deux à travers leurs larmes. Quelqu'un s'ennuie face à notre petit drame, plaisanta Clara. C'est bien mon fils. Il n'a jamais été très doué avec les émotions fortes, répondit Sébastien dans un sourire. Ils restèrent ainsi un instant, se regardant, avec Lucas comme un pont entre leurs deux mondes qui commençait lentement à fusionner pour n'en former plus qu'un. Dehors, la ville bourdonnait dans sa routine indifférente. Mais à l'intérieur de ce Penthouse, 3 cœurs brisés apprenaient à battre à l'unisson. Et même si le chemin à parcourir s'annonçait rempli d'incertitudes, pour la première fois depuis bien longtemps, ils ressentaient tous quelque chose qu'ils avaient oublié. L'espoir que peut être, oui, juste peut être. Les fins heureuses n'étaient pas réservées qu'aux contes de fées. Parfois, elles étaient destinées à des employés de maisons courageuses et à des millionnaires réapprenant à aimer, unis par un bébé qui avait eu besoin d'être sauvé pour tous les sauver en retour. Le jour du premier anniversaire de Lucas se leva sous un ciel sans nuages, avec une douce brise qui s'engouffrait par les fenêtres du Penthouse. Clara était arrivée particulièrement tôt pour régler les moindres détails. Des ballons bleus et blancs décoraient le salon, une table croulait sous les amuse-bouches maison qu'elle avait préparées avec amour, et au centre trônait un gâteau à la carotte à 2 étages en forme d'ourson qu'elle avait elle-même préparé. Lucie arriva à 10 heures du matin, aidant le vieux Robert dans son fauteuil roulant. Le vieil homme portait sa plus belle chemise, celle qu'il réservait pour les grandes occasions. « Ma fille, cet endroit m'impressionne toujours autant à chaque fois que je viens, » dit le vieux Robert en regardant autour de lui. « C'est incroyable de se dire que ma petite Clara travaille dans un palais pareil. Ce n'est pas un palais, papa. C'est juste un grand appartement avec vue sur toute la ville et du marbre italien au sol, » ajouta Lucie avec un sourire espiègle. En gros, un vrai palais. Sébastien sortit de sa chambre, Lucas dans les bras. Le bébé portait un petit costume de marin qui le rendait absolument adorable. En voyant Clara, Lucas tendit aussitôt ses petits bras vers elle. « Bonjour, le roi de la fête !» chanta Clara en le prenant dans ses bras pour le faire tourner. « Tu es déjà un vrai petit bonhomme d'1 an. » Lucas éclata de ce rire perlant et contagieux qui faisait fondre tout le monde. Le vieux Robert tendit ses bras tremblants. « Viens là, mon tout petit. Laisse ce vieux bonhomme te donner sa bénédiction. » Clara posa doucement Lucas sur les genoux de son père. Le bébé, d'ordinaire si méfiant envers les inconnus, sembla percevoir la bonté qui émanait du vieil homme
et resta calme pendant que Robert lui caressait doucement la tête. « Que Dieu te bénisse et t'accorde la santé et la sagesse, mon petit, et que tu sois toujours entouré de gens qui t'aiment autant que cette femme qui t'a sauvé la vie. » Sébastien observait la scène, une vive émotion dans les yeux. C'était exactement cette famille-là dont Lucas avait besoin. Pas le snobisme artificiel de Victoire, mais l'amour sincère et simple de gens qui ont le cœur sur la main. Le docteur Villard arriva peu après avec son épouse, une femme enjouée qui apportait un cadeau emballé dans du papier à motif de dinosaure. Florence Ségur fit son apparition avec une mallette sous le bras, mais aussi une peluche géante. Joachim Rouault arriva avec sa femme et leurs 2 filles jumelles de 6 ans, qui eurent un coup de immédiat pour Lucas. « Il est trop mignon », chuchota l'une des jumelles. « On peut jouer avec lui ?»« Bien sûr », répondit Clara, en installant Lucas sur son tapis d'éveil, entouré des 2 fillettes. L'après-midi s'écoula dans une douceur que le Penthouse n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était que rire, discussions animées et souvenirs partagés. Le vieux Robert captait l'attention du docteur Villard avec ses récits du temps où il travaillait dans les vignes du Languedoc. Florence racontait à Lucie son parcours en droit, ce qui l'inspira à envisager cette voie en plus de la médecine. Sébastien se surprit à discuter de toute autre chose que du travail avec Joachim pour la première fois depuis des années. « Patron, si je puis me permettre, » murmura Joachim en baissant d'un ton. « Je ne vous ai jamais vu aussi plein de vie. Clara a été une véritable bénédiction pour cette famille. »« Je sais, » répondit Sébastien, son regard cherchant celui de Clara qui jouait par terre avec Lucas et les jumelles. « Elle est tout ce dont j'ignorais que nous avions besoin. »« Et qu'allez-vous faire pour que ça continue ?» demanda Joachim avec un sourire entendu. « Ça se voit tant que ça ? Pour quelqu'un qui vous connaît depuis 20 ans, oui. Vous la regardez comme vous regardiez Madame Hélène autrefois, avec cette lueur dans les yeux qui montre que vous avez enfin trouvé votre place. » Sébastien sourit, se sentant démasqué, mais aussi soulagé. « J'ai un projet. J'espère seulement que ça marchera. » Le moment du gâteau arriva enfin. Tout le monde se rassembla autour de la table. Clara avait placé une unique bougie en forme de chiffre 1 au milieu du gâteau ourson. On tamisa les lumières et tout le monde commença à chanter « Joyeux anniversaire ». Lucas, impressionné par toute cette attention, ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il finit par faire les 2 en même temps, offrant un spectacle si comique que tout le monde éclata de rire. Sébastien l'aida à souffler sa bougie pendant que Clara prenait des photos avec son vieux téléphone portable. « Attends, prends plutôt mon appareil », lui dit Sébastien en lui tendant un boîtier professionnel. « Je veux que tu immortalises chaque instant. Tu as l'œil pour saisir la beauté des choses. » Le compliment fit rougir Clara, mais elle prit l'appareil et commença à prendre des clichés. L'objectif immortalisa le visage de Gabriel couvert de gâteaux, les jumelles qui riaient aux éclats, Monsieur Robert essuyant des larmes de joie et Alexandre avec un sourire qui transformait complètement son visage habituellement si sérieux. Après le gâteau, vint le moment des cadeaux. Gabriel reçut des jouets d'éveil, des vêtements, des livres. Mais le cadeau le plus spécial fut celui de Monsieur Robert. C'était un petit coffret en bois sculpté à la main. « Je l'ai fabriqué moi-même à la naissance de Camille », expliqua le vieil homme d'une voix tremblante d'émotion. À l'intérieur, il y a une médaille de Sainte Camille qui appartenait à mon épouse. Je veux que Gabriel l'ait, pour qu'il se souvienne toujours qu'il a été sauvé par un ange qui porte ce nom. Camille ne put retenir ses larmes. Alexandre non plus. Il prit le coffret avec respect. « Monsieur Robert, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas. »« Si, vous le pouvez, » l'interrompit le vieil homme, « parce que ce petit garçon fait partie de notre famille maintenant. Vous 2 aussi. La famille, ce n'est pas seulement le sang, jeune Alexandre. C'est ceux que l'on choisit d'aimer. » Il y eut un moment de silence lourd de sens. Puis Alexandre s'agenouilla devant le fauteuil roulant de Monsieur Robert et lui prit les mains. « Monsieur Aubry, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Quelque chose d'important. » Camille sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce qu'Alexandre était en train de faire? « Vous avez été plus un père pour moi ces derniers mois que celui que j'ai eu durant toute ma vie, » continua Alexandre. « Vous m'avez appris la bonté, ce qu'est une vraie famille, ce qui compte réellement. Et votre fille, Camille, est la lumière qui a ramené la vie dans cette maison. Elle est l'amour dont mon fils avait besoin. C'est de cette femme dont je suis tombé éperdument amoureux. » Camille porta une main à sa bouche. Les larmes coulaient librement sur son visage. « C'est pourquoi je veux vous demander votre bénédiction, » dit Alexandre, la voix tremblante d'émotion, « pour courtiser dignement votre fille, pour essayer de conquérir son cœur comme elle le mérite, avec respect, avec patience et avec tout l'amour que j'ai à offrir. » Des larmes roulaient sur les joues ridées de Monsieur Robert. Il regarda sa fille, pétrifiée par le choc et le bonheur.
Puis il posa à nouveau ses yeux sur Alexandre. « Mon garçon, quand Camille avait 10 à 7 ans et que sa mère est morte, j'ai cru qu'elle avait perdu sa chance d'être heureuse. Je l'ai vue sacrifier ses rêves, sa jeunesse, son cœur, tout cela pour s'occuper de Lucie et de moi. J'ai prié chaque jour pour que le ciel lui envoie quelqu'un qui l'aimerait avec la même intensité qu'elle aime les autres. » Le vieil homme serra la main d'Alexandre avec une force surprenante. « Je crois que mes prières ont enfin été entendues. Tu as ma bénédiction, mon fils. Mais je te préviens, si tu fais du mal à ma fille, en fauteuil roulant ou pas, je trouverai un moyen de te le faire payer. » Tout le monde éclata de rire à travers ses larmes. Alexandre se leva et se dirigea vers Camille, qui restait immobile, incapable de réaliser que tout cela était bien réel. « Camille Aubry, » dit Alexandre en lui prenant les mains, « je ne te demande pas encore en mariage. Je sais que c'est trop tôt, que nous commençons à peine à découvrir ce que nous ressentons, mais je veux faire les choses bien. Je veux te faire la cour de manière traditionnelle, avec la bénédiction de ton père, avec tout le respect que tu mérites. Je veux t'emmener dîner, connaître chaque rêve que tu as dû mettre de côté, t'aider à les réaliser. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Alexandre, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu me donnes une chance, chuchota-t-il. Dis que ce n'est pas de la folie de croire que nous pouvons y arriver. » Camille regarda autour de la pièce. Son père souriait avec des larmes de bonheur. Lucie sautillait d'excitation. Gabriel riait aux éclats dans les bras des jumelles. Toutes les personnes présentes les observaient avec bienveillance et joie. « Et qu'est-ce que les gens vont dire ?» demanda Camille. « Tes amis, tes associés, la haute société, ils vont jaser? Ils vont nous juger? Qu'ils jasent !» répondit Alexandre avec détermination. « J'ai passé 5 ans à vivre selon les attentes des autres, à choisir des partenaires convenables en fonction de mon nom. La seule fois où j'ai écouté mon cœur, c'était avec Hélène. Et ce furent les plus belles années de ma vie. Je ne ferai pas l'erreur de laisser le monde décider pour moi à nouveau. Mais je n'ai pas de diplôme universitaire, dit-elle. Je ne sais pas comment me comporter dans les galas de charité. Non, mais tu as sauvé mon fils quand personne d'autre n'était là, l'interrompit Alexandre. Tu m'as appris à être père, tu as ramené l'amour dans nos vies. Camille, tu es bien plus instruite sur les choses qui comptent vraiment que n'importe quelle femme titulaire d'un doctorat que j'ai pu rencontrer. Gabriel choisit ce moment pour ramper vers eux et s'accrocher à leurs jambes, comme s'il comprenait que c'était un instant crucial et qu'il voulait en faire partie. « Je crois que quelqu'un donne son avis », rit Lucie. Camille se pencha et prit Gabriel dans ses bras, qui se blottit immédiatement contre elle, et Alexandre. Tous les trois formèrent un petit cercle, une famille improvisée mais parfaite. « D'accord », murmura enfin Camille. « Oui, je veux essayer d'avancer avec toi, avec vous. » Alexandre les enveloppa, elle et Gabriel, dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux de Camille. « Merci », murmura-t-il. « Merci de me donner cette chance. Merci d'avoir sauvé Gabriel. Merci de nous avoir sauvés tous les deux. » La pièce éclata sous les applaudissements. Florence séchait discrètement ses larmes avec un mouchoir. Le docteur Varin serrait sa femme dans ses bras. Les jumelles sautaient de joie sans trop comprendre ce qui se passait, mais ressentant tout le bonheur ambiant. Monsieur Robert appela Camille. Elle s'approcha, Gabriel toujours dans les bras, Alexandre à ses côtés. « Ma fille !» dit le vieil homme en lui prenant la main. « Ta mère serait si fière de toi, non seulement pour le courage que tu as eu en sauvant ce bébé, mais pour ton courage d'accepter d'être heureuse. Cela demande bien plus d'audace qu'on ne le croit. Je t'aime, papa, sanglota Camille, et moi aussi, ma chérie. Maintenant va et construis la vie que tu as toujours méritée. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, la petite fête se poursuivit. Il y eut d'autres rires, d'autres histoires partagées, et plus d'amour que ces murs n'en avaient abrité depuis des années. Au milieu de tout cela, Alexandre regardait Camille jouer avec Gabriel par terre, son rire résonnant dans chaque recoin, sa tendresse rayonnant comme une douce lumière. Il pensa à Hélène, à la façon dont elle disait toujours que le véritable amour ne meurt jamais, qu'il se transforme seulement. Elle aurait adoré Camille. Elle aurait validé cette famille recomposée qu'ils étaient en train de bâtir. « Merci, mon amour », chuchota Alexandre vers le ciel, en pensant au souvenir de sa première épouse. « Merci de m'avoir appris à aimer, de m'avoir donné Gabriel, et de m'avoir guidé vers quelqu'un qui puisse nous aimer tous les deux avec autant d'intensité. Et juste peut être, quelque part au-delà de ces nuages teintés de rose, Hélène Belmont souriait, sachant que sa famille était enfin à nouveau réunie au complet. Le premier anniversaire de Gabriel allait devenir une légende familiale. Le jour où tout a basculé,
le jour où un millionnaire brisé et une courageuse employée de maison ont décidé que l'amour n'avait pas besoin de logique, juste de courage. Et ils vécurent ainsi, pas de façon parfaite, mais heureux, un jour après l'autre. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'anniversaire de Gabriel. 6 mois de dîners romantiques dans de petits bistrots de quartier, où Alexandre apprit que le bonheur n'avait pas besoin de tables étoilées, ni de grands crus hors de prix. 6 mois de promenade au jardin du Luxembourg, Gabriel installé dans sa poussette, se comportant comme n'importe quelle famille ordinaire. 6 mois de confidences prolongées jusqu'au bout de la nuit sur leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Camille avait éclos d'une manière qu'elle-même n'aurait jamais cru possible. Alexandre avait insisté pour qu'elle suive des cours du soir afin d'obtenir son baccalauréat. 3 fois par semaine, après avoir couché Gabriel, elle étudiait avec une assiduité qui impressionnait jusqu'à ses professeurs. Madame Aubry, lui avait dit son enseignant de littérature, « Avec votre dissertation sur George Sand, vous pourriez facilement entrer à l'université. Avez-vous pensé à faire des études de pédagogie ou d'assistance sociale ?» Camille était rentrée chez elle ce soir-là les yeux brillants, partageant la nouvelle avec Alexandre pendant le dîner. « L'université. Je n'y aurais jamais pensé. J'ai 33 ans, Alexandre. Tu n'es pas trop vieille. Ma grand-mère a terminé son doctorat à 65 ans, répondit-il en lui prenant la main. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, Camille, et je serai là pour t'épauler à chaque étape. Mais tout n'avait pas été tout rose. Le monde extérieur avait fini par remarquer leur relation. Les magazines People publièrent des photos d'Alexandre Belmont, le richissime veuf, en compagnie d'une mystérieuse femme dans des endroits branchés mais simples. Les rumeurs explosèrent lorsque quelqu'un creusa et découvrit que Camille avait été sa femme de ménage. Le milliardaire et sa Cendrillon, titra un magazine. Véritable idylle ou pur opportuniste, s'interrogea un autre. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient cruels, décortiquant chaque photo, chaque geste, traitant Camille de croqueuse de diamants, d'arriviste et de choses bien pires encore. Un matin, alors que Camille préparait le petit déjeuner de Gabriel, son téléphone vibra sans interruption sous l'afflux de messages. Lucie lui avait envoyé le lien d'un article à scandale. « Grande sœur, ne lis pas ça, ça ne fera que te blesser. » Bien sûr, Camille le lut. L'article était dévastateur. Il comprenait des témoignages de prétendus proches de la famille Belmont qui remettaient en cause ses intentions. Il vedait avec des déclarations de soi-disant employés de l'immeuble affirmant qu'elle avait toujours eu des vues sur Alexandre. Victoire de Saint-Hilaire avait fait une déclaration à l'hypocrisie venimeuse. « J'espère seulement qu'Alexandre sait ce qu'il fait. Le pauvre Gabriel mérite de la stabilité, pas des expériences sociales. » Camille posa le téléphone, les mains tremblantes. Ces mots la poursuivirent tout au long de la journée. Quand Alexandre rentra ce soir-là, elle se montra silencieuse, distante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, remarquant aussitôt sa mine sombre. « Tu as vu l'article ?» Alexandre poussa un profond soupir. « J'en ai vu plusieurs. Camille, nous en avons déjà parlé. Les gens parleront toujours, c'est inévitable. Mais ils ont raison sur certains points, dit-elle d'une voix brisée. J'étais ton employé de maison. Je travaillais dans ton immeuble. La chronologie est terrible. On dirait que j'ai tout manigancé. Tu as sauvé mon fils, répondit Sébastien avec fermeté. C'est tout ce qui compte. Le reste, ce sont des calomnies pour Magazine People. Et pour Léo, demanda Camille, les larmes coulant enfin. Cet article insinue que je suis une mauvaise influence pour lui, que je ne peux pas lui donner l'éducation dont il a besoin. Sébastien, et s'ils avaient raison, et si je n'étais pas à la hauteur, Sébastien l'a pris par les épaules, l'obligeant à le regarder dans les yeux. Écoute-moi bien, Léo t'aime plus que quiconque dans ce monde. C'est toi qui lui as appris à marcher. Ses premiers mots ont été « maman » en te regardant. Quand il fait des cauchemars, c'est toi qui l'appelles en pleurant. Aucun diplôme universitaire, aucun nom prestigieux ne pourra jamais remplacer cela. Mais il n'y a pas de « mais », l'interrompit-il. Camille, je t'aime. J'aime ta force, ta bonté, ton intelligence naturelle qui n'a pas besoin de diplôme pour briller. Et je vais passer le reste de ma vie à prouver au monde entier que tu es exactement ce dont nous avons besoin. Ce soir-là, alors que Camille couchait Léo, le petit garçon de 10 à 8 mois la regarda de ses grands yeux et dit clairement « Je t'aime, maman ». Camille éclata en sanglots, serrant l'enfant contre sa poitrine. Peu importait ce que racontaient les magazines, ce petit garçon, ce magnifique bébé qu'elle avait sauvé d'une voiture verrouillée, l'appelait maman, et cela valait bien plus que n'importe quelle reconnaissance sociale. Une semaine plus tard, Sébastien rentra plus tôt avec un air sérieux qui inquiéta Camille. «
J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, dit-il. Ils s'installèrent dans le salon pendant que Léo faisait sa sieste. Sébastien prit les 2 mains de Camille dans les siennes. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre avenir, et j'ai pris une décision. Le cœur de Camille se serra. Ça y était, le moment où il réalisait que la pression sociale était trop forte. Le moment où il choisissait sa réputation plutôt qu'elle. « Je vais vendre 30% de mes parts dans l'entreprise », annonça Sébastien. Camille cligna des yeux, perplexe. « Quoi? Pourquoi ?» Parce que je me suis rendu compte que j'ai passé ma vie à bâtir un empire que Léo ne m'a jamais demandé. J'ai sacrifié mon temps, mon bonheur, ma vie, à courir après des chiffres sur des comptes en banque déjà indécents. Je veux lever le pied, Camille. Je veux passer plus de temps avec Léo, plus de temps avec toi. Je veux faire partie de son enfance, pas seulement être l'homme qui paie les factures. Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Camille, mais cette fois d'émotion. Tu es sûr? Tu as tellement travaillé pour cette entreprise, et l'entreprise s'en sortira très bien avec des dirigeants compétents pour gérer les opérations quotidiennes, répondit Sébastien. Mais Léo n'aura pas d'autre enfance. Toi et moi, nous n'aurons pas d'autre chance de construire tout ça. Les priorités changent. Camille, c'est toi qui me l'as appris. Il se leva et alla dans son bureau, puis revint avec un dossier. Il y a autre chose? J'ai engagé un détective privé pour remonter à la source de ces articles malveillants. Camille se tendit. C'est Victoria, répondit Sébastien avec dégoût. Elle est derrière cette campagne de dénigrement. Elle a payé ses sources anonymes, fait fuiter de vieilles photos de toi dans l'immeuble et orchestré tout ce récit. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle ne digère pas le fait que j'ai décidé d'avancer sans elle. Parce qu'elle a cru qu'elle pourrait manipuler l'opinion publique pour nous séparer. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que j'ai les moyens de dévoiler ses mensonges. Sébastien ouvrit le dossier et lui montra des documents juridiques. Demain, mes avocats vont déposer une plainte pour diffamation contre Victoria et les magazines qui ont publié de fausses informations sans vérifier leurs sources. Mais le plus important, c'est que je vais donner une conférence de presse. Une conférence de presse? Camille céda à la panique. Sébastien, non, ça ne fera qu'attirer encore plus l'attention. Exactement, toute l'attention du monde, répondit-il avec détermination. Parce que je vais raconter toute notre histoire, la vérité sur la façon dont tu as sauvé Léo, sur Valérie et sa négligence, et sur la façon dont tu as transformé nos vies. Et je vais te présenter au monde entier non pas comme mon employé de maison, mais comme la femme que j'aime et avec qui je compte passer le reste de mes jours. Camille en eut le souffle coupé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Sébastien s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche un petit écrin de velours. Il l'ouvrit, dévoilant une bague simple mais magnifique. Un anneau en or blanc orné d'un modeste diamant, entouré de petits saphirs bleus. Camille Roche, je sais que nous avions dit que nous prendrions notre temps. Je sais que ça ne fait que 6 mois, mais ces mois m'ont appris plus sur l'amour et la famille que toutes les années précédentes de ma vie. Je ne veux plus attendre pour te poser une question dont la réponse est déjà gravée dans mon cœur. Les larmes coulaient librement sur le visage de Camille. « Veux-tu m'épouser » demanda Sébastien. « Non pas parce que tu as besoin de sauver ma réputation ou pour Léo, même s'il a autant besoin de toi que moi, mais parce que je t'aime avec une intensité que je ne pensais pas possible de ressentir 2 fois dans une vie. Parce que je veux me réveiller chaque matin avec ton visage près du mien. Parce que je veux construire une vraie famille avec toi, l'agrandir si Dieu le veut, et vieillir ensemble. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme » Camille ne pouvait plus parler. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, étouffés par l'émotion. Finalement, elle ne put que hocher vigoureusement la tête, alors que ses larmes coulaient. « C'est un oui » demanda Sébastien avec un sourire nerveux. « Oui » réussit à articuler Camille. « Oui, oui, 1000 fois oui ». Sébastien glissa la bague à son doigt. Elle lui allait à merveille. Il la souleva du canapé et l'embrassa. Un baiser chargé de promesses et d'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, il pleurait et riait en même temps. « Les saphirs bleus » expliqua Sébastien en effleurant les pierres, sont de la couleur de la blouse de travail que tu portais le jour où tu as sauvé Léo. Je voulais que tu te souviennes toujours que notre histoire a commencé grâce à ton courage. Camille l'embrassa de nouveau, incapable d'exprimer par des mots tout ce qu'elle ressentait. Depuis sa chambre, comme s'il sentait que quelque chose de majeur se jouait, Léo commença à gazouiller en se réveillant. Ils allèrent le chercher ensemble. Sébastien le sortit de son berceau et le plaça entre eux deux. « Léo, devine quoi ?» dit Sébastien d'une voix émue. « Camille va officiellement devenir ta maman. Qu'en penses-tu » Léo éclata de rire et tapa des mains, touchant le visage de chacun d'eux,
comme pour bénir leur union. « Famille », dit-il de sa petite voix de bébé. « Oui, mon amour », répondit Camille en embrassant son front. « Famille ». Ce soir-là, après que Léo se fut rendormi, Camille appela son père. Son père, Robert, répondit d'une voix endormie, mais il se réveilla complètement en apprenant la nouvelle. « Ma fille, ta mère doit danser là, haut dans le ciel », dit-il d'une voix tremblante de bonheur. « Ma petite fille va épouser un homme bien. Tu vas avoir la famille dont tu as toujours rêvé. Je t'aime, papa. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ce que tu m'as transmis, sans ton exemple de bonté et de sacrifice. Non, Camille, c'est grâce à ton grand cœur, à ton courage. J'ai seulement eu la chance d'être ton père et de te voir devenir cette femme extraordinaire. » Lucie, qui écoutait sur l'autre combiné, poussa un cri de joie. « Je vais être la belle-sœur d'un millionnaire et la tante officielle de Léo. C'est encore mieux que dans un feuilleton télé. » Tout le monde éclata de rire, la joie débordant à travers la ligne téléphonique. Le lendemain, Sébastien organisa la conférence de presse. Les médias arrivèrent en masse, s'attendant à un scandale. Ce qu'ils obtinrent fut d'un tout autre ordre. Sébastien, vêtu d'un costume mais sans cravate, plus détendu que la presse ne l'avait jamais vu, raconta toute l'histoire. Il montra la vidéo de surveillance du sauvetage. Il révéla la trahison de Valérie. Il expliqua comment Camille avait été arrêtée injustement et comment cela les avait rapprochés. « Cette femme, dit-il tandis que la caméra cadrait Camille, assise au premier rang avec Léo dans les bras, a risqué sa liberté, son avenir, sa propre vie pour sauver mon fils. Elle ne me connaissait pas, elle n'attendait rien en retour. Elle l'a fait parce qu'elle a un cœur d'or dont ce monde cynique a désespérément besoin. » Il fit une pause, fixant droit dans les yeux les caméras. « Oui, Camille a été femme de ménage dans ma résidence, et ce n'est pas elle qui doit en avoir honte, c'est moi qui devrais en avoir honte. Honte d'avoir habité au même endroit pendant des années sans même connaître les personnes qui l'entretenaient. Honte d'un système qui privilégie les diplômes au détriment de la valeur humaine. » Il sortit le petit écrin de velours de sa poche et l'ouvrit. « Hier soir, j'ai demandé à Camille de m'épouser, et devant vous tous, devant le monde entier, je le confirme, c'est la femme que j'aime, la mère dont Léo a besoin, la compagne que je choisirai parmi 1000 autres vies. Et si cela pose un problème à certains, franchement, peu m'importe. » La salle explosa de questions. Les flashs des appareils photo crépitaient, mais Sébastien n'avait d'yeux que pour Camille, qui pleurait en silence pendant que Léo jouait, indifférent à tout ce remue-ménage, en sécurité dans les bras de l'amour qui l'avait sauvé. Et c'est ainsi que, sous les projecteurs du monde entier, une famille improvisée mais parfaite affirma son droit d'exister, de s'aimer et d'être heureuse envers et contre tout. La bataille n'était pas finie. Il y aurait encore des épreuves, des procès, des moments difficiles, mais ils affronteraient tout ensemble, unis par quelque chose de bien plus fort que toutes les barrières sociales, un amour né du plus pur des sacrifices. 1 an après la conférence de presse, le parc de Bagatelle s'était transformé en un véritable paradis pour accueillir un mariage intime. Il n'y avait pas des centaines d'invités ni d'ostentation excessive, seulement 50 personnes qui comptaient réellement. La famille, les vrais amis et ceux qui avaient accompagné Camille et Sébastien dans leur parcours. Camille se tenait sous une petite tonnelle, s'apprêtant à s'avancer vers l'autel. Sa robe était simple mais élégante, en satin ivoire avec de la dentelle délicate sur les épaules. Rien des extravagances que certains attendaient. Léa, aujourd'hui âgée de 10 à 9 ans et en 2e année de médecine, grâce à une bourse d'études complète, ajustait son voile. « Tu trembles ?» fit remarquer Léa avec un sourire. « C'est du bon stress », répondit Camille en se regardant dans le miroir. « Je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait. » Robert, dans son fauteuil roulant, mais en meilleure santé grâce à son traitement continu, s'approcha de sa fille. Ses yeux brillaient de larmes de fierté. « Ta mère aurait pleuré de joie en te voyant ainsi, » dit-il en prenant la main de Camille. « Ma magnifique fille, prête racle de la gorge à fonder sa propre famille. J'ai déjà une famille, papa. Vous, Sébastien, Hugo, nous ne faisons que rendre les choses officielles. C'est tout de même un miracle. Il y a de cela 2 ans, tu nettoyais des sols à 5 heures du matin, sacrifiant tout pour nous. Et regarde où tu en es aujourd'hui. » Camille s'agenouilla devant son père, sans se soucier de froisser sa robe. « Papa, rien de tout cela n'aurait été possible sans ce que tu m'as transmis. Tu m'as élevée pour que je sois bienveillante, courageuse, pour que j'aide les autres, sans jamais rien attendre en retour. Ce jour-là sur le parking, j'ai été la fille que toi et maman avez façonnée. Alors ce jour est aussi le tien. » Le père et la fille s'enlacèrent,
versant ensemble des larmes de joie et de gratitude. Dehors, sous une arche couverte de fleurs blanches et bleues, Sébastien attendait, Hugo à ses côtés. Le petit garçon, maintenant âgé de 2 ans et demi, portait un costume miniature qui le rendait absolument adorable. Sa mission était d'apporter les alliances sur un coussin, même s'il finirait probablement distrait par un papillon. Joachim Roussel, désormais non seulement chef de la sécurité mais aussi un ami proche, s'approcha de Sébastien. « Patron, ou plutôt mon ami, je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Vous voilà aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. » Sébastien rit en ajustant sa cravate pour la 5e fois. « Ça se voit tant que ça ? » « Complètement. Mais c'est magnifique à voir. Madame Hélène serait si heureuse pour vous tous. » Sébastien leva les yeux vers le ciel dégagé, ressentant une paix profonde. « Je sais. Parfois, j'ai l'impression qu'elle a aidé à orchestrer tout cela, comme si elle savait que Camille était exactement celle dont nous avions besoin. » La musique commença à résonner. Un quatuor à cordes interprétait une version douce de La vie en rose. Les invités se levèrent. Léa s'avança la première en tant que demoiselle d'honneur, rayonnante dans sa robe bleu pastel. Puis les jumelles de Joachim, aujourd'hui âgées de 8 ans, arrivèrent en jetant des pétales de rose. Et enfin, Camille apparut à l'entrée du jardin. Robert avait insisté pour se lever de son fauteuil roulant afin de marcher avec elle vers l'autel en s'appuyant sur son bras. Ils avançaient lentement, prudemment, mais avec une dignité absolue. Sébastien sentit son souffle se couper. Camille était la plus belle femme qu'il ait jamais vue, non pas à cause de la robe ou du maquillage, mais en raison de la lumière qui émanait d'elle, cette bonté innée qui l'avait captivée dès le premier instant. Hugo, en voyant Camille, rompit complètement le protocole, lâcha le coussin des alliances et courut vers elle en criant « Maman, jolie maman !» L'assemblée rit avec tendresse. Camille s'accroupit sans se soucier de sa robe et serra fort Hugo dans ses bras. « Bonjour, mon amour. Tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel ?» Hugo hocha la tête avec enthousiasme. C'est ainsi que Camille continua son chemin, tenant son père d'un bras et son futur fils de l'autre. Lorsqu'ils arrivèrent devant Sébastien, Robert plaça la main de Camille dans celle de Sébastien. « Prends soin d'elle, » dit le vieil homme d'une voix ferme. « C'est mon trésor le plus précieux. Sur ma vie, » promit Sébastien. Robert embrassa le front de sa fille et retourna s'asseoir, là où Léa l'attendait, des larmes coulant sur ses joues. L'officiant, un juge ami de Sébastien qui avait célébré son mariage avec Hélène des années plus tôt, sourit au couple. Il y a 2 ans, ces 2 personnes étaient de parfaits inconnus, vivant dans des mondes parallèles. Lui, un chef d'entreprise consumé par le travail et le deuil. Elle, une travailleuse infatigable, se sacrifiant pour les siens. Aucun d'eux ne cherchait l'amour, mais le destin, avec son sens de l'humour bien particulier, a décidé qu'un drame évité de justesse serait le pont entre leurs 2 mondes. Le juge marqua une pause, regardant les mariés avec affection. « Sébastien, Camille, votre histoire a inspiré des milliers de personnes, non pas parce qu'elle est un conte de fées parfait, mais parce qu'elle est réelle. Vous avez affronté les jugements, les critiques, les différences, mais vous avez choisi l'amour par-dessus tout. Vous avez choisi de fonder une famille basée sur le respect, la bonté et le sacrifice mutuel. » Camille et Sébastien échangèrent un regard, les mains entrelacées, Hugo entre eux s'amusant avec les pétales de rose. « Avez-vous préparé des vœux personnels ?» demanda le juge. Sébastien hocha la tête en sortant une note de sa poche. Sa voix tremblait d'émotion. « Camille, le jour où tu as brisé la vitre de ma voiture, tu as aussi brisé tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Tu m'as appris que recommencer à aimer ne trahit pas un amour passé, mais lui rend hommage. Tu m'as appris à être père, à être présent, à privilégier les moments partagés plutôt que les millions. Je promets de t'aimer chaque jour avec la même intensité que celle avec laquelle tu as aimé Hugo alors qu'il n'était qu'un inconnu pour toi. Je promets d'honorer ton sacrifice en étant l'homme que tu mérites, et je promets que notre famille se construira toujours sur les bases que tu as posées, un amour inconditionnel. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Camille sortit son propre papier d'une main tremblante. « Sébastien, quand j'ai vu Hugo dans cette voiture, je n'ai pas pensé aux conséquences. J'ai juste su que je devais le sauver. C'est l'histoire que tout le monde connaît. But la vérité, c'est que c'est vous qui m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé d'une vie qui n'était que survie. Vous m'avez permis de rêver à nouveau, d'être heureuse, de croire que je mérite d'être aimée. Hugo m'a appris à être mère. Toi, tu m'as appris à être aimé. Je promets de prendre soin de cette famille avec le même courage que celui qui m'animait ce jour-là. Je promets de t'aimer dans tes jours difficiles et de célébrer tes réussites. Et je promets que toujours,
Absolument toujours. Je ferai passer l'amour avant la fierté. Hugo, comprenant apparemment qu'il s'agissait d'un moment important, frappa dans ses petites mains et dit « Famille ». L'assemblée éclata de rires et de larmes. Le juge, ému lui aussi, poursuivit la cérémonie. « Par les pouvoirs qui me sont conférés par la loi, et devant ces témoins qui vous aiment, je vous déclare mari et femme. Séba, tu peux faire un bisou à ta femme ?» Sébastien n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il prit le visage de Camille entre ses mains et l'embrassa avec tendresse et passion, scellant une promesse qui avait commencé au milieu du verre brisé et des pleurs d'un bébé, et qui devenait désormais un lien éternel. La réception eut lieu dans un chaleureux bistrot de quartier à Montmartre, et non dans les salons guindés d'un grand hôtel. Il y avait un accordéoniste, des plats faits maison généreux et une joie sincère. Camille dansa avec son père, qui réussit à faire quelques pas tremblants, mais tellement remplis d'amour. Sébastien dansa avec Léa, lui promettant qu'il prendrait toujours soin de sa sœur. Florence Martin porta un toast mémorable. « Il y a 2 ans, j'ai reçu l'appel le plus étrange de ma carrière. Un client me demandait de défendre une femme accusée d'avoir tenté d'enlever son propre fils. J'ai cru qu'il était fou. En réalité, il était en train de tomber amoureux. Camille, Sébastien, vous nous avez rappelé que la justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle naît de cœurs courageux, prêts à faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Au Dumont-Lefèvre, tout le monde leva son verre. Camille et Sébastien avaient opté pour le nom composé, symbolisant l'union de leurs 2 familles. Alors que, racle de la gorge, la nuit s'avançait et que Hugo s'endormait dans les bras de sa grand-mère adoptive, comme Léa insistait pour qu'on l'appelle, Camille et Sébastien sortirent sur la terrasse du restaurant. La ville scintillait sous leurs yeux, pleine de promesses et de possibilités. « Madame Dumont-Lefèvre », dit Sébastien en baisant la main de son épouse. « Comment te sens-tu » ? « C'est irréel », admit Camille. « Il y a 2 ans, je lavais des sols. Aujourd'hui, je suis ta femme, la mère d'Hugo, étudiante à l'université. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie, Camille, la vie que tu as toujours méritée, mais que le monde t'avait refusée jusqu'à présent. » Camille posa sa tête sur l'épaule de Sébastien, contemplant les étoiles. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ? C'est que tout a commencé par le pire moment de ma vie. Être arrêté, accusé, jugé. À cet instant, je pensais que ma vie était finie, alors qu'en fait, elle ne faisait que commencer. Parfois, les miracles arrivent déguisés en crise, médita Sébastien. Dieu, l'univers, le destin, peu importe comment on l'appelle, savait que nous avions besoin l'un de l'autre. Il a simplement fallu orchestrer le moment le plus dramatique possible pour nous réunir. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sous les étoiles, écoutant la musique et les éclats de rire qui s'échappaient du restaurant. 2 êtres autrefois brisés, seuls et perdus, désormais complets dans les bras l'un de l'autre. À l'intérieur, Robert observait sa fille à travers la vitre. Léa s'approcha et prit sa main. « Papa, à quoi penses-tu ? Je pense que ma tâche ici-bas est accomplie, » répondit le vieil homme avec un sourire. « Camille est heureuse, en sécurité, aimée. Toi, tu poursuis tes rêves. Je pourrai partir en paix le moment venu. »« Ne dis pas ça, » sanglota Léa. « Nous avons besoin de toi, et je serai là aussi longtemps que Dieu me le permettra, » assura Robert. « Mais je n'ai plus à m'en faire. Vous allez bien toutes les 2, ma mission de père est accomplie. » Alors que la fête battait son plein, personne ne remarqua une femme qui observait la scène depuis le trottoir d'en face. Valérie Sentier, brisée sur le plan judiciaire et social après le procès en diffamation, contemplait cette fête qui ne serait jamais la sienne. Pendant un instant, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à du remords. Puis elle s'éloigna dans la nuit, ombre du passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur l'avenir radieux de cette famille. 3 ans plus tard, la maison à la lisière de la ville que Camille et Sébastien avaient achetée ensemble débordait de vie. Hugo, désormais âgé de 5 ans, jouait dans le jardin avec sa petite sœur d'1 an. Sophie, qui marchait à 4 pattes derrière lui avec détermination. Camille, désormais à quelques mois d'obtenir son diplôme d'assistante sociale avec mention, préparait le dîner alors que Sébastien rentrait du travail. Il ne travaillait plus 12 heures par jour. Il avait tenu sa promesse de faire passer sa famille en premier. Papy Robert vivait dans une dépendance sur le même terrain, toujours diabétique, mais stable et heureux, entouré de ses petits-enfants. Lucie était en dernière année de médecine, fiancée à un jeune médecin qui l'adorait. « Tu sais quel jour on est ?» demanda Sébastien en serrant Camille dans ses bras par derrière pendant qu'elle cuisinait. « Notre anniversaire ? Non, ça c'est dans 2 mois. Il y a tout juste 5 ans, tu brisais la vitre de ma voiture. » Camille se retourna dans ses bras,
les larmes lui montant instantanément aux yeux. 5 ans. Ça semble être une éternité et un battement de cils à la fois. « Est-ce que tu as des regrets parfois ?» demanda Sébastien. « De tout ce que tu as dû affronter ?» Camille regarda par la fenêtre en direction de Lucas, qui poussait Sophie sur une balançoire. Ils riaient tous les deux sous le soleil de l'après-midi. « Des regrets, Sébastien? Je briserai 1000 autres vitres, je ferai face à 1000 arrestations, j'endurerai 1000 jugements du reste du monde. Tout ça, et bien plus encore et encore. Parce que cela m'a mené ici, vers toi, vers eux, vers cette vie qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Ils s'embrassèrent, un baiser au goût de promesses tenues et d'avenir radieux. Dehors, Lucas criait « Papa, maman, venez voir !» Sophie tient debout toute seule. Ils coururent ensemble dans le jardin où, en effet, la petite Sophie tenait sur ses jambes tremblantes, toute fière de son exploit. Toute la famille éclata en applaudissements et en cris de joie. Et tandis que le soleil se couchait sur leur foyer, peignant le ciel de couleurs incroyables, Camille Navarre sut avec une certitude absolue que les contes de fées existent. Non pas avec des princes charmants parfaits ou des châteaux de rêve, mais avec un amour imparfait et courageux, des familles construites sur le sacrifice et des fins heureuses qui commencent par l'acte le plus simple et le plus puissant qui soit. Choisir de sauver quelqu'un sans savoir qu'en le faisant, on se sauve soi-même. Et ils vécurent, pas de manière parfaite car la vie ne l'est jamais, mais heureux. Oh, si profondément heureux, parce qu'au bout du compte, le véritable amour n'est pas celui que l'on trouve dans les palais ou lors des grands bals de gala. C'est celui que l'on trouve quand on brise une vitre, quand on risque tout, quand on aime sans rien attendre en retour. Et cet amour né du verre brisé et des larmes versées est le seul qui en vaille vraiment la peine. C'est l'amour qui transforme, qui guérit, qui dure pour toujours. Fin.